Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons un gros morceau High Frontier for All par Phil Eklund. Alors Phil Eklund est connu pour ces jeux de simulation scientifique qui vont très loin dans la simulation, qui donnent des jeux complètement originaux. Moi que j'aime beaucoup parce que ça fait un vent de fraîcheur, vraiment une grande nouveauté dans le type de jeu, de simulation vraiment. Le mauvais côté de ces jeux, c'est que souvent ils poussent tellement la simulation qu'on arrive pour moi à des choses qui sont moins ludiques et qui gênent le jeu. Donc j'ai toujours un amour des amours avec les jeux d'Eklund qui est j'ai tous ces jeux, j'aime y jouer, et puis il y a des moments dans la partie où je me dis mais pourquoi a-t-il mis cette mécanique? Ok, elle est hyper thématique, mais elle me casse un peu mon jeu. Celui-là ne fait pas exception, j'ai la même chose, je vais y rejouer. Ma première partie, pour moi, ne s'est pas très bien passée, pour les autres, bien. En tout cas, tout le monde a adoré le jeu à la table, ça c'est certain. Donc dans High Frontier, un jeu qui est sorti la première fois en 2010, on a une nouvelle version, enfin je crois que c'est la 4e maintenant, là en 2022. Le jeu est en français pour la première fois grâce à 500 nuances de geek. Alors, la règle française n'est pas exempte d'erreurs, il y a d'ailleurs des living rules que vous trouverez sur leur site en allant sur leur forum pour corriger les différentes petites erreurs, mais enfin de toute façon, même en anglais, Phil Eklund fait des living rules. Alors ça pareil, c'est un truc que j'aime pas moi, si vous avez la règle, mais attendez, allez sur internet parce qu'en fait on a modifié des trucs. Alors c'est pas énorme, c'est des petits points, vous pouvez lire la règle, allez-y. Mais après allez sur les living rules pour voir les 2-3 petits points à corriger. Alors après il y a eu des problèmes d'impression de cartes sur cette version-là, sur les différents scénarios qu'il faudra aussi voir. Donc dans High Frontier, c'est bien simple, nous sommes sur Terre, mais nous allons partir conquérir notre système solaire, hein, donc toutes les planètes, que ce soit Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et même le petit corps qui est Pluton, mais qui n'est plus une planète, comme vous devez le savoir. Donc nous allons faire ça. Nous allons faire quoi? Nous allons poser des drapeaux sur ces différents corps. Nous allons y construire des complexes industriels, voire même des colonies, et ça nous fera des points de victoire. Alors, il y a plein de modules dans ce jeu, vous pouvez rajouter plein de choses au jeu, jouer au jeu de base au début, il y a même des versions avec des scénarios, donc c'est un jeu qui est potentiellement excessivement riche, mais comme vous allez le voir aussi complexe, avec une vidéo qui va certainement être très longue, un peu exceptionnelle, parce que c'est du lourd, quoi, hein, et c'est de la simulation, comme vous allez le voir. Alors quand je vous dis que c'est du lourd, je vous ai dit, il y a plein de modules différents dont je ne vais pas parler hein, dans cette vidéo. Alors vous voyez, j'ai des pochettes même pas ouvertes, avec des prolongations de plateau personnel pour les différents modules, il y a même des figurines. Alors des bernales, hein, les bernales, tout est thématique, tout est réel. Hein. Ce sont, alors réels, en anticipation scientifique, ce sont des stations spatiales dans lesquelles on pourrait vivre. Alors les différents scientifiques qui les ont imaginées, elles ne sont pas encore construites, ça c'est sûr. Donc on a toutes ces choses-là. Vous avez même un module politique, alors ça je pense que je vais vite l'intégrer, mais pas en première partie, donc là on va pouvoir jouer avec des délégués, etc. Hein, c'est l'assemblée politique de notre planète, hein, etc. Donc il y a beaucoup de modules, mais encore une fois, on va pas regarder ça aujourd'hui, on va regarder la règle de base qui est déjà assez costaud, parce que comme vous allez voir, pour la règle de base, normalement dans la boîte vous avez un lisez-moi d'abord, hein, l'aide de jeu c'est ça, hein. Donc vous voyez, c'est presque une règle dans la règle, il y en a donc plusieurs. Vous avez aussi des annexes avec des scénarios, donc ça peut être sympa, puisque des petites histoires que vous allez faire. Vous avez donc d'autres modules, tels que colonisation, hop, Terra War tes futurs. Vous avez un mode débutant, Race for Glory, on va juste sur Mars, qui simplifie, il y a même du matériel spécial pour ce mode, si ça vous fait trop peur. Commencez par ça, vous découvrirez les premières mécaniques. Un autre mode, pareil, pour une partie très simple au début. Et puis les grosses règles, donc les règles de base. Alors là, il y a plein de feuilles, parce que j'ai imprimé les Living Rules. Mais bon, vous voyez, c'est du costaud. Alors première chose, ce petit plateau vient à côté du plateau principal et c'est le plateau des tâches solaires. Alors encore une fois, tout est scientifique, il n'y a pas une chose qui n'a pas un appui scientifique. Je ne vais pas tous les décrire, mais dans la règle, vous avez toutes les explications. En fait, ce plateau de tâches solaires, on va mettre un petit cube, d'ailleurs le cube du premier joueur ici. Chaque joueur à son tour va jouer ce qu'il a à faire à son tour, et puis quand on a fini, hop, on décale le cube comme ça. Il s'est passé 1 an. Et en fait, c'est les tâches solaires, donc le soleil a des phases de forte activité puis de calme, hein, ça représente ça. Et comme ça, chaque tour, on va bouger comme ça ce cube, puis quand on arrivera ici, on aura fait un tour complet de 12 ans, on reviendra là. Et pour ça, on a des petits disques en partie de base, on va dire, il y en a 4. Et quand on a fait un tour, 12 ans, donc on en enlève 1. Et vous avez bien compris, il en reste 3, donc nous allons faire 4 tours au cours de la partie, avec 12 tours pour chaque joueur. On va plutôt faire 4 manches, on va dire. Donc vous avez bien compris, ça vous fait 48 manches où vous allez pouvoir faire des actions, comme on va le voir. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Chaque tour, chaque joueur va faire ses actions, on avance le cube. Vous avez des événements que vous voyez ici. Alors là, on jette un dé. Alors oui, il y a du hasard dans ce jeu, donc ça, bon, ça me chiffonne, mais là, vraiment, il est thématique, hein, le hasard. Et vous avez ici les événements qui surviennent, qui sont décrits en fonction de la valeur du dé. Alors en sachant que le 5 et le 6, en plus, les événements dépendent, vous voyez, de la phase des taches solaires où on se trouve. Bleu, jaune ou rouge, on n'a pas les mêmes événements si on sort un 5 ou un 6. Donc dès qu'on passe ça,
il y a un événement. Alors l'événement va impacter tous les joueurs, pas un seul, donc on le sait. On sait exactement quels événements peuvent survenir, y compris en fonction de la saison des taches solaires. Il n'y a pas de surprise normalement. Enfin, la surprise, c'est de savoir lequel va sortir. Mais enfin, on peut s'attendre à tous ces événements. Et je le répète, ça touche tous les joueurs. Pour une fois, on va dire dans ce jeu de Phil et Clown, on peut toujours jouer avec le hasard ou ne pas avoir de hasard si on ne le souhaite pas ou tout prévoir. C'est pas toujours le cas dans ces jeux. Dans ce jeu-là, c'est fait. Je pense qu'il y a vraiment eu un effort qui a été fait par rapport au hasard. Alors, qu'allons-nous faire? Alors, le plateau vous paraît très complexe, hein, mais en fin de compte, une fois qu'on joue, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, simple. C'est pas très complexe. On part tous de la Terre, qui est ici, et on va pouvoir suivre les lignes que vous avez là. Il y en a partout. En fait, ce sont des trajectoires complètement scientifiques, parce que dans l'espace, on va pas n'importe où. On est influencé par la gravité des différentes planètes, et évidemment, on va suivre des trajectoires particulières. La mécanique céleste nous impose certaines choses. Donc, on va suivre ces traits. Alors, avec quoi? Avec un lanceur, une fusée. Alors, on n'en a qu'une dans le jeu de base, je le répète. Hein, une petite figurine tout à fait sympathique. Donc, on va partir là, et puis, vous voyez, je peux suivre les lignes comme ça, et me balader dans l'espace. Alors pour aller où? Regardez, je peux aller sur Mercure, je peux aller sur Vénus, je peux aller sur Mars. Ici, vous avez Jupiter. Là, vous avez Saturne. Enfin, vous n'êtes pas près d'y aller. Tout de même, Neptune et Uranus. Pluton, il est tout petit par là. Hein. Et puis tout ça, c'est quoi? C'est des astéroïdes, c'est des petits corps célestes. Il y a même des comètes. Hein. Ici, ça, c'est une comète qui sont un peu partout. On pourrait aller partout, hein, au final. Qu'est-ce qu'on va faire sur tous ces corps? Alors déjà, il faut savoir que on va se balader comme ça, que quand on vient se poser sur un corps, c'est bien sur un hexagone noir. Donc par exemple, vous voyez, Mercure, il n'a que 2 zones où on peut atterrir, où ça peut être potentiellement intéressant d'aller. Vénus n'en a qu'une, c'est ici, parce que dans Vénus, en fait, on reste dans les nuages. Hein. Vaut mieux pas être sur le sol de Vénus, hein. La pression est absolument insupportable, il fait 400 degrés, il pleut de l'acide sulfurique, vaut mieux être dans les nuages. Et puis vous avez Mars, ici, vous voyez, vous avez 3 sites pour Mars, et puis après, vous voyez Jupiter, pareil, il y a des sites sur les satellites de Jupiter, là vous avez Io, et puis tous les petits astéroïdes, là c'est des sites où on peut atterrir. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur ces sites? Première chose qui existe dans les cartons et qu'il va falloir mettre au point, c'est on va pouvoir fabriquer du carburant. Vous allez voir, dans ce jeu, c'est très réaliste. Envoyer une fusée, évidemment, il faut du carburant. Et calculer le poids de carburant par rapport à ce qu'il va nous apporter en fonction du propulseur qu'on a dans notre fusée, son réacteur, en gros, qui nous propulse, c'est très très important dans ce jeu. Mais prendre du carburant pour faire l'aller et pour faire le retour, c'est un peu lourd. On transporte beaucoup de choses et c'est lourd à transporter et à propulser. Donc, on va pouvoir fabriquer du carburant sur place. Et oui, ça, c'est une chose importante dans ce jeu. Vous allez pouvoir fabriquer du carburant dans l'espace et vous allez voir déclencher un peu votre partie quand vous commencerez à faire ça. Hein, quand vous allez commencer à pouvoir fabriquer du carburant dans l'espace. C'est un truc qu'on veut faire complètement sur Mars. Si on y va, il faudra produire du carburant sur Mars. On ne va pas l'importer de la Terre pour revenir. Donc ça fait partie des choses. Néanmoins, quand on arrive dans un endroit, quelles sont les choses que je vais pouvoir faire qui sont très importantes? Pourquoi je vais là-bas? Qu'est-ce que je vais y faire? Eh bien déjà pour dire que c'est chez moi. C'est-à-dire y poser une concession. On a 9 petits disques comme ça, et si je suis arrivé, je peux dire, allez hop, ça c'est chez moi. Alors c'est pas aussi simple que ça, vous allez le voir, il y a des règles pour pouvoir le faire. Ensuite, on va pouvoir, mais pareil, il y a des règles, construire un complexe industriel sous forme de cube, uniquement sur une concession, je peux pas le poser là. Donc là, par exemple, voilà, j'ai fabriqué un complexe industriel. Enfin, j'arrive pas les mains dans les poches pour le faire, vous vous en doutez. Et on pourra même y mettre des humains en faisant une colonie comme ceci, qui sont bien protégés dans leur complexe industriel, et que je vais y mettre au-dessus. Donc, ce que je viens de vous faire là, le disque de concession suivi de l'usine, suivi de la colonie, c'est ce qu'on peut faire au maximum sur un lieu après y être allé. En sachant qu'en fin de partie, on va compter tous les pions qu'il y a sur le plateau pour chaque joueur, les fusées aussi, si elles sont dans l'espace, et chaque disque, chaque usine, et chaque colonie. Et ça, c'est un point de victoire en fin de partie pour chaque pion. Donc, plus on s'étend, plus on crée des choses, mieux ça sera pour nous. Autre chose, les colonies rapportent des points bonus en fonction d'où elles se trouvent. Si vous voyez bien ici, vous avez une petite feuille qui est dessinée, c'est pas très facile, vous avez toute la légende de la carte ici. Vous avez une petite feuille, et les lieux où il y a une petite feuille de dessinée, c'est des lieux d'astrobiologie, où on peut faire un peu de recherche pour l'astrobiologie. Si vous avez une colonie, j'ai bien dit une colonie, des humains sur un site d'astrobiologie, c'est un point de victoire en plus. Donc la colonie, à ce moment-là, vous rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Enfin, regardez, vous avez des lettres. Alors il y a des chiffres et des lettres sur chaque zone. Ça veut dire quoi? Eh bien, le chiffre représente la gravité du corps, donc plus il est massif, plus la gravité sera forte, ça aura beaucoup d'impact en jeu, et la lettre, ça correspond au minéral dominant qu'on peut retrouver à ces endroits-là. Les minéraux, vous avez un tableau tout au bout, là, que vous voyez pas très bien, mais qui est tout ici, c'est pas très grave que vous ne voyez pas, et en fait, il faut savoir que on va pouvoir, quand on construit une usine, extraire du minéral dont la lettre est indiquée, S, V, C, etc. Le C, c'est le carbone, le S, c'est de la pierre, parce que c'est stone en anglais, le M, c'est du métal, etc. Donc vous avez comme ça 6 types de minéraux différents dans l'espace, et si on construit une usine sur une zone comme ça, on pourra
utiliser ce minéral-là, l'extraire et le raffiner. Ben, il faut savoir que en début de partie, on va mettre des pions ici, et je vais les mettre tout en haut, là, comme ça. Voilà, je les ai mis. J'espère que vous les voyez, c'est vraiment loin. Donc, si vous regardez sur un smartphone, ça va être compliqué. Donc, encore une fois, là, si je construis, par exemple, une usine ici, où le minéral, c'est du C, du carbone, comme j'ai construit une usine, je baisse ce niveau de 1. Hop, je l'amène ici. Si on reste comme ça, qu'à la fin de la partie, il n'y a qu'une seule usine sur du carbone qui a été construite, cette usine, en plus de son point de victoire, me rapporte 8 points de victoire, puisque je suis là. Si on a construit d'autres usines, une deuxième, c'est plus que 5, et une troisième, c'est 4, et puis si on en construit encore, ça reste à 4. Donc chaque usine de carbone, si on en a construit au moins 3, tous les joueurs confondus, rapportera au joueur qui la possède 4 points de victoire en fin de partie, en plus de son point de victoire. Ce n'est pas tout, ça aussi, quand on extrait des minéraux, ça va nous rapporter de l'argent. Il y a de l'argent dans ce jeu. Bah oui, on extrait des trucs de l'espace, ça nous rapporte de l'argent. Combien? C'est directement lié à ça. Donc ces chiffres-là sont à la fois des points de victoire fin de partie pour l'usine de ce type-là de minéral, mais aussi de l'argent en cours de partie si on fabrique des choses dans l'espace à partir du minéral. Voilà ce que l'on va faire donc dans la partie. Plus on construit, plus on prend possession de concessions, plus on construit d'usines et on met de colonies, plus on marque de points. Si les colonies sont sur des sites d'astrobiologie, plus 1 point. Et pour les minéraux, en fonction de combien il y a d'usines en fin de partie, des points. Une petite chose que j'ai oubliée, excusez-moi, les colonies, là c'est plus 1 point, mais ici par exemple vous avez des petites vagues dessinées, ça c'est un site sous-marin, et là c'est 2 points de victoire en plus si vous y faites une colonie, donc avec des humains. 1 point de victoire en plus, colonie, astrobiologie, 2 points de victoire ici si vous avez un site sous-marin. Donc on va faire ça, on va partir et on va essayer de faire tout ça tout au long de la partie. Alors, première chose, vous verrez, ce jeu se joue avec beaucoup de cartes. Première chose, chaque joueur va représenter un pays, une faction. Alors pour ça, on a des cartes équipage, comme ça, on les mélange, on les distribue aux joueurs, et chaque joueur va choisir la face de son équipage, hein, et chacun a un pouvoir, ici, qui est écrit, et ben il choisira le pouvoir avec lequel il veut jouer. Donc on a tous un pouvoir asymétrique. Alors, dans ma première partie, juste une chose, c'est qu'une partie, hein. Le pouvoir des Japonais, pour moi, a cassé le jeu. J'y vais un petit peu fort, hein, je suis d'accord. Mais vous verrez, dans ce jeu, on doit... je trouve qu'il y a des déséquilibres dans les pouvoirs, mais bon, j'ai qu'une partie. Hein. Dans ce jeu, les cartes sont très importantes. On va prendre plein de cartes, vous allez voir, il y en a d'autres. Normalement, on est limité. On ne peut pas se gaver de cartes comme ça. Hein. Donc, on a une limite quand même, heureusement, vous allez voir comment. Le pouvoir du japonais, c'est que lui, il n'en a pas. Donc le cœur du jeu, de prendre des cartes, quand un joueur par rapport aux autres, lui n'a pas de limite pour prendre des cartes quand tous les autres en ont, alors que c'est le cœur du jeu, moi, ça m'a foutu par terre ma partie, on va dire vers le dernier tiers de la partie quand même, pas au début. Donc moi, je ne jouerai plus avec ce pouvoir. Maintenant, je pense que j'aurai des commentaires en disant « Mais non, tu sais pas les jouer, c'est pas comme ça ». C'est tout à fait probable, ce n'est qu'une partie, et c'est mon avis très personnel. Allez, on continue. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des cartes. Et oui, parce que quand on veut envoyer une fusée dans l'espace, encore faut-il, je la mets là parce que c'est important, quand on se pose sur les hexagones noirs, on ne se pose pas sur le corps. Hein. Eh bien, encore faut-il pouvoir fabriquer sa fusée. Et pour ça, on va la fabriquer avec différents éléments qui sont donc représentés par des cartes. Regardez, propulseur, bah oui, sans propulseur, on n'avance pas. En gros, hein, c'est ça qui pousse votre fusée. Donc là, il y a des cartes propulseurs. Robonautes, alors c'est quoi ça? En fait, ça, c'est des robots. Tout ce qui va être, par exemple, les rovers martiens qui sont en ce moment sur Mars seraient des robonautes. Hein, donc en gros, c'est des robots automatisés. Donc il y a plein de cartes, on va essayer de les gagner. Et ensuite, vous avez aussi d'autres choses. Vous avez des réacteurs. Alors ça, c'est un petit peu différent, comme vous allez le voir. Des générateurs, alors je les mets là à côté des réacteurs. Vous allez voir pourquoi, c'est un petit peu particulier. Et des radiateurs, oui, il y a plein de trucs. Et puis une petite, là, que j'arrive pas à retrouver, c'est pour ça que je le mets qu'en dernier, qui sont les raffineries. Alors en fait, ces cartes-là représentent les objets qui sont là, hein, des raffineries, des robonautes, des propulseurs, etc. etc. Il faut bien comprendre comment cela fonctionne. En fait, une fusée va être composée de ces cartes. Un propulseur, c'est indispensable, sinon vous n'avancez pas. Des robonautes éventuellement, des raffineries, etc., etc. Donc le propulseur, lui, il sert à faire avancer votre fusée. Le robonaute, en fait, c'est un peu un couteau suisse. Il vous permettra de faire beaucoup de choses dans l'espace. Vous en aurez, c'est certain. Vous pouvez pas faire de concessions si vous n'avez pas de robonaute. Vous pouvez pas construire d'usine si vous n'avez pas de robonaute. Bref, et en plus, il y a certains robonautes qui propulsent votre fusée. En plus, donc quand même très bien, ils jouent le rôle de propulseur. Donc c'est vraiment le couteau suisse de l'espace. Les raffineries, c'est quoi? C'est ça qui permet de raffiner les minéraux dont je vous ai parlé. Donc si vous faites une usine à un endroit, vous aurez besoin d'une raffinerie. Sans raffinerie, vous ne faites pas d'usine. C'est aussi simple que ça. Mais les robonautes, comme ils servent à tout, ils servent aussi à faire les usines. Donc les robonautes, couteau suisse indispensable pour tout faire dans l'espace. Raffinerie, indispensable pour faire une usine. Elle sera intégrée dans l'usine. Propulseur, c'est pour faire avancer. Donc ça, c'est les trois composés de base d'une fusée. Mais ils ont des besoins. Alors les besoins sont des rectangles blancs que vous voyez ici. Lui, par exemple, petit e, il a besoin d'un générateur. Lui, il a aussi besoin d'un générateur. C'est vert, mais pas tout à fait le même. Mais en plus, il a besoin de quelque chose qui le refroidisse un peu. Sinon, il marche pas bien. Lui, il a besoin, avec ce petit symbole-là, d'un réacteur. Si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Regardez, c'est les cartes du dessous. C'est ce qu'on appelle des soutiens
à ces éléments-là. Donc le réacteur, par exemple, ben voilà, ça c'est un réacteur, c'est la même couleur. Mais c'est pour ça que les symboles, c'est un réacteur de ce type-là ou de ce type-là. Ben oui, mais regardez, c'est pas le bon. Ben oui, parce que ça, c'est un réacteur de sous-type indiqué. Mais regardez, par exemple, le réacteur du dessous, il est bon. Celui-là peut venir soutenir ce propulseur. Ce propulseur, sans ce type de réacteur, ne fonctionne pas. Donc il faudra, si vous avez celui-là, avoir en plus un réacteur pour le faire fonctionner. Les générateurs, ben vous regardez ça, c'est des petits symboles de générateurs qui sont en haut à gauche. Et ben ce générateur-là va pouvoir faire fonctionner cette raffinerie-là. Bon, pas ce Robonaute, parce que regardez, c'est un autre type de générateur, il n'y en a que deux, des types de générateurs, bon j'arrive pas, voilà, vous voyez, celui-là c'est des deux types, pour fonctionner. Et enfin, le radiateur amène du frais, donc quand vous avez besoin d'un petit peu de frais, il vous faudra des radiateurs. Donc, quand vous allez fabriquer votre fusée, vous allez choisir propulseur Robonaute raffinerie. Alors raffinerie uniquement si vous allez faire une usine, vous allez voir, pour charger dans votre fusée en gros, et puis vous prendrez comme ça des soutiens en fonction des besoins. Donc comme je le disais, le type de carte est indiqué en haut, ça c'est un générateur, un radiateur, un réacteur, etc. Et les besoins des cartes pour pouvoir fonctionner est indiqué dans un rectangle blanc en dessous. Vous avez des soutiens qui ont des besoins. Oui, alors du coup ça fait une petite chaîne. Regardez, celui-là, générateur, il apporte un E, donc il sera peut-être utile pour cette raffinerie-là, mais il a besoin, lui, d'un radiateur pour fonctionner. Si on ne le refroidit pas, il brûle, c'est pas possible. Donc à vous, en fonction des cartes que vous allez avoir, de vous construire une fusée qui matche avec tout ça. Alors autant vous le dire tout de suite, dès que vous avez des besoins par exemple en générateur ou en réacteur, il faut savoir que si vous en avez un type, ça peut alimenter tous vos éléments qui ont besoin de ce type-là. Si par exemple j'avais voilà, dans ma fusée un Robonaute petit e et une raffinerie petit e qui ont besoin donc d'un générateur petit e pour fonctionner, ben, il me suffit d'avoir juste ce générateur dans cette fusée pour alimenter les deux. Donc ça c'est important à bien comprendre, ce générateur, un seul petit E alimente tous les petits E de ma fusée. Donc on n'est pas obligé d'en avoir un pour un. Ça c'est comme très très important à comprendre immédiatement. C'est pareil pour les réacteurs, c'est exactement la même chose. Si vous avez besoin d'un réacteur qui a ce symbole-là, par exemple, si j'ai ce réacteur dans ma fusée, ben, tous les éléments de ma fusée qui ont besoin d'un réacteur avec ce symbole-là, c'est bon, il fonctionne, parce que ce réacteur, il va s'occuper de tous les éléments qui dépendent de lui. Il y a juste une chose, c'est les réacteurs, c'est un peu particulier. Un réacteur, je vous le dis tout de suite, un radiateur, excusez-moi, les radiateurs, vous voyez, lui, il fournit un petit coup de refroidissement. En fait, quand vous avez besoin de refroidissement pour vos appareils, celui-là, il a besoin d'un refroidissement, vous regardez dans votre fusée combien vous avez de petits thermomètres dessinés comme ça dans les rectangles blancs, ça veut dire que vous avez besoin d'autant de refroidissement. Et le radiateur, il va falloir, lui, il n'en peut en fournir qu'un, il vous faudra d'autres radiateurs pour arriver au nombre de petits thermomètres nécessaires pour toute votre fusée. Donc là, par contre, on comptera les petits thermomètres, c'est un peu différent. Alors, vous avez des thermomètres dans l'autre sens, vous voyez, c'est rigolo, oui, je peux retourner la carte. En fait, le radiateur, c'est le seul élément que je peux construire soit sous forme légère, soit sous forme lourde. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Bon, vous voyez que les chiffres ici sont pas les mêmes, évidemment, ça a un impact, mais ça, on le verra dans un instant. Ça, ce sont les cartes. Donc c'est important que je vous montre rapidement comment elles fonctionnent, mais c'est pas fini, je vous ai pas tout dit. Alors, juste sur une chose, sur les cartes, ce qui est important, c'est le triangle que vous voyez ici, la lettre qui est là, ce qui est ici, et le type de carte. Voilà, mais c'est tout. Ça, c'est uniquement du thème. Si vous voulez vous amuser, vous aurez exactement le détail de ce qu'est ce radiateur. Mais c'est vraiment que du thème. En jeu, c'est pas la peine. Alors maintenant, il y a une chose à bien comprendre sur les cartes, et pour ça, je vous mets le plateau personnel de chaque joueur. Alors là, vous dites, oh là là, mon Dieu, ça a l'air très compliqué. Pas tant que ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur une carte, c'est que on va les acquérir, ces cartes, vous en doutez bien. Et donc, on aura une main de cartes. Voilà, j'aurai des cartes en main. Alors les cartes en main, on les pose quand même sur le plateau parce que tous les joueurs doivent savoir ce que chacun a. C'est très important. On ne cache rien dans ce jeu. Donc, on a ces cartes. Quand j'ai cette carte en main, en fait, quand j'ai acquis cette carte, je l'ai achetée, vous allez voir, en fait, je n'ai pas mon propulseur tuyère à buse monoatomique là. En fait, j'ai un brevet. C'est du papier. J'ai un brevet qui m'autorise à fabriquer un et un seul propulseur à tuyère à buse monoatomique. Voilà. Donc, c'est que du papier. C'est tout. Donc, ce papier, je l'ai. Mais une autre action que je peux faire, c'est me servir de ce papier, donc de ce brevet, pour fabriquer ma tuyère à buse monoatomique. Quand je la fabrique, je l'envoie évidemment dans l'espace. Pour simuler ça, on les met sur une de ces 4 emplacements de notre plateau personnel. Ça, c'est quoi? Le LEO, c'est le Low Earth Orbit, donc c'est l'orbite basse terrestre. Si je l'envoie ici, là, si je pose cette carte ici, ce n'est plus un papier, ce n'est plus un brevet, c'est un propulseur qui est dans l'orbite basse terrestre. Ce qui tourne autour de la Terre, je vais pouvoir m'en servir. Si je fabrique un lanceur avec un propulseur, avec différentes cartes, comme je viens de vous expliquer, je mettrai mon propulseur ici, sur la case lanceur, et maintenant c'est un lanceur, et le lanceur, je le représente par ma fusée. Donc je représente immédiatement mon lanceur par ça. Alors autant tout ce qui est en orbite basse terrestre n'est pas représenté sur le plateau. Par contre, dès que j'ai des cartes dans mon lanceur, immédiatement je mets ma fusée. Toutes les cartes qui sont là, en fait, sont dans ma fusée. Donc ce sont des objets, ce n'est plus du papier.
Mais comme vous allez le voir, on va pouvoir aussi faire des avant-postes. Vous allez pouvoir, dans l'espace, laisser quelque part, peu importe où d'ailleurs, hein, n'importe où, des objets, même ce propulseur, je pourrais le laisser dans un coin de l'espace, y repasser plus tard. Et à ce moment-là, je crée ce qu'on appelle un avant-poste. Et on a des petits jetons avant-poste. Alors mettons que je l'ai laissé ici, je mets ici mon jeton avant-poste, parce que toutes les cartes que j'ai dans cet avant-poste sont là, et puis je pourrais avoir un deuxième avant-poste ici, et puis je le laisse là, et voilà. Parce qu'il faut savoir dans ce jeu qu'on peut avoir qu'un seul lanceur, dans le jeu de base, hein. Dans les extensions c'est différent, qu'un seul lanceur en place qui roule, donc du coup on peut de temps en temps laisser des trucs dans l'espace, ça peut arriver. On peut avoir que 2 avant-postes, hein, pas plus. Allez, comment on fait pour passer de LEO, lanceur, avant-poste? En fait, il faut savoir que c'est très thématique, si vous êtes colocalisé, c'est-à-dire au même endroit, et vous, gratuitement, vous basculez les cartes de l'un à l'autre. J'ai mon lanceur qui est arrivé ici, mettons, il était avec ça, je décide de faire un autre lanceur à partir de la Terre, comme j'ai droit qu'à un seul lanceur, je considère que ce propulseur, il est en avant-poste, là-bas, oui, c'est au même endroit, hein, c'est bon, donc l'avant-poste 1 d'ailleurs. Hop, il se met ici, et j'ai glissé la carte là, c'est colocalisé. J'enlève cette figurine parce que j'ai plus de lanceur, mais je peux refaire un lanceur ici. Alors évidemment, quand mon lanceur est ici ou s'il se balade par là, je ne peux pas interagir avec l'avant-poste 1, ils sont pas au même endroit de l'espace, donc c'est pas possible. Donc échanger des cartes avec les différents lieux, c'est uniquement pour des lieux qui sont au même endroit. Là, si j'ai un lanceur ici, je reviens ici, si j'avais des cartes en avant-poste, et que j'avais des cartes en low Earth orbit, comme je suis en low Earth orbit, je peux tout à fait échanger des cartes là, on est au même endroit. Mais pas avec mon avant-poste qui est au fin fond de l'espace, bien évidemment. On n'est pas au même endroit, je ne peux pas échanger de cartes. Il faut rester dans le thème. Dans ce jeu, si vous accrochez au thème, vous n'oublierez pas les points de règle. Donc ça, c'est important à savoir où on peut mettre les cartes. Et quand elles sont ici, les cartes, ça devient des objets. Mais votre brevet vous permet, considérez ça, d'avoir qu'un seul objet qui lui dépend à un moment donné. Maintenant, si j'avais ça en avant-poste, par exemple, il peut lui arriver des misères à mon avant-poste. Tout peut se détruire, ça peut arriver dans le jeu, ou je peux décider de l'abandonner. Pourquoi je le ferais ça? Parce que peut-être que ce propulseur-là, j'aimerais bien le réutiliser pour faire un nouveau lanceur. Si je veux faire ça, comme je vous dis, on peut avoir qu'un seul lanceur, et lui, le propulseur, il est paumé là-bas. Je peux tout à fait ce qu'on appelle faire un démantèlement volontaire, c'est-à-dire dire, ok, j'abandonne mon propulseur là-bas. Donc j'enlève l'avant-poste, il n'y en a plus. Hein. Et qu'est-ce qui se passe de celui-là? Alors que je le fasse volontairement ou qu'il explose parce qu'il lui arrive des misères. Et ça, quand ça s'en va, je ne le défausse pas, je le reprends dans ma main. Et ça redevient un brevet. Ce n'est plus l'objet. Donc il faut bien comprendre cette mécanique-là. Quand je détruis cet objet-là, par exemple, qui était là-bas, ce propulseur, certes, j'ai détruit l'objet propulseur, mais par contre, ma capacité à le fabriquer, le brevet, je le détiens toujours. Donc je récupère la carte qui, hop, vient dans ma main, et donc est seulement un brevet qu'il va falloir que je refabrique. Il faut bien comprendre cette double utilisation des cartes. Si elles sont ici, ce sont les objets décrits qu'elles représentent, mais quand je les détruis, quand ils disparaissent, évidemment, je les enlève parce que les objets disparaissent, sont perdus dans l'espace, mais par contre, le brevet, je l'ai toujours, donc je récupère ma carte, je la pose là, et je pourrai refabriquer le même objet par la suite. Il faut bien comprendre ce double usage des cartes. Alors, ceci d'autant plus que, regardez, là, je vous montre toujours la même face, mais elles sont recto-verso, les cartes. Alors en fait, c'est très simple. Sur le recto, vous fabriquez des objets sur Terre pour les envoyer en low Earth orbit, et quand vous êtes dans l'espace, avec vos usines, vous pourrez fabriquer des objets, mais sur l'autre autre face, ça c'est l'objet fabriqué dans l'espace. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il est beaucoup mieux, et ces objets-là, on les fabriquera dans les usines. Donc quand j'ai un brevet en main, je peux potentiellement fabriquer soit sa forme blanche, soit sa forme noire. J'ai le brevet pour les deux formes. Par contre, si je le fabrique sur Terre, que je l'envoie à un LEO pour après l'envoyer dans l'espace, je ne peux fabriquer que l'objet sur sa face blanche. Et si j'ai une usine quelque part dans l'espace et que j'ai ce propulseur en main, j'ai ce brevet, je peux dire je fabrique dans mon usine, mais alors du coup sur sa face noire. Ah, et oui, on va voir comment ça marche. Et du coup, mon objet devient un objet, ma carte, pardon, devient un objet que je pose en avant-poste. Et pourquoi donc? Parce que je l'ai fabriqué là-bas, je ne l'ai pas fabriqué sur Terre. Donc je me mets ça, je me dis, ah, j'ai un avant-poste, dans mon avant-poste, j'ai mon propulseur noir que j'ai fabriqué dans mon usine. C'est comme ça que l'on utilise les cartes. Et fabriquer des objets dans l'espace, c'est très très bien. Ça rapporte de l'argent, ou alors ça fabrique des objets qui sont beaucoup plus puissants que les objets blancs, etc. Donc voilà comment fonctionnent un petit peu toutes les cartes. Alors dans ce jeu, comment joue-t-on? Alors il faut savoir qu'à votre tour, vous allez pouvoir faire deux choses. La première, c'est bouger votre lanceur. Si vous avez un lanceur, vous pouvez aller le faire se balader. Ça, c'est la première action. Deuxième action, faire une opération. C'est quoi une opération? C'est à peu près tout le reste. Je dis à peu près parce qu'il y a quelques actions qui sont gratuites, qui ne sont pas des actions. Donc si par exemple je bouge des cartes d'emplacement colocalisées, je le répète, donc pour des zones qui sont ensemble au même endroit dans l'espace, ça c'est gratuit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Je peux très bien prendre des cartes de LEO, fabriquer un lanceur en low Earth orbit et inversement, je fais ce que je veux. Par contre, dès qu'il s'agit de poser des concessions, de fabriquer des usines, d'aller chercher du carburant dans l'espace, ça c'est des actions.
Ce qu'on appelle des opérations dans le jeu. Et quand moi, c'est à mon tour, je peux faire un déplacement de ma fusée et une seule opération. Soit les deux, soit l'un, soit l'autre, je fais ce que je veux. Mais c'est un de chaque. Un déplacement et une opération. Donc faites bien attention à ça. Alors, première opération, bien évidemment, c'est d'aller acquérir des cartes. C'est à moi de jouer, on commence la partie. Quand on commence la partie, en fait, comme je vous ai dit, on a son équipage uniquement en cartes. Alors, il faut savoir que l'équipage, je vais vous décrire un petit peu les cartes, mais il est très utile, il est recto-verso. Donc, vous décidez d'une face. Et votre équipage, il est toujours ici, en orbite basse terrestre, toujours. Si vous l'envoyez dans l'espace et vous le démantelez pour ce qu'il est mort ou parce que vous voulez le récupérer, il ne revient pas dans votre main. C'est la seule carte qui revient toujours en orbite basse terrestre, à ce niveau-là, systématiquement. Donc c'est pas un brevet, hein, c'est vraiment des gens dans une fusée, quoi, votre équipage. Donc on va tous avoir ça au départ, chacun va avoir son équipage. Mais ce n'est pas tout, et je vous le dis tout de suite, on va aussi avoir des aquas, et ça c'est très important. Donc les aquas, ce sont en fait à la fois l'argent du jeu et le carburant. Ça représente de l'eau, si vous voulez. Et au début du jeu, dans un jeu de base où il y a 6 tas de cartes, on a 6 aquas. Parce qu'on débute le jeu avec autant d'aquas que de tas de cartes ici. Mais comme il y a des variantes dans le jeu, ben on n'a pas toujours les 6. Donc on commence tous et puis on les met là. Là, c'est sa banque ici, là, vous voyez. Là, j'ai 6 aquas. Donc l'aqua, c'est l'eau, c'est donc mon argent. Oui, mais pas que. C'est aussi mon carburant. Comme vous allez le voir. Ben oui, l'eau, dedans, il y a de l'hydrogène, de l'oxygène, on peut faire des ergols, qui sont le carburant des fusées. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser de deux manières. Soit comme argent, pour acheter des cartes et des brevets, soit comme carburant. C'est le même pion. Donc à vous de voir. En sachant, je vous ai dit qu'on pourra produire du carburant dans l'espace. Mais attention, soyez logique avec le thème. Si je fabrique du carburant dans l'espace, donc je vais pouvoir gagner les petites billes, comme ça, elles sont dans l'espace. Elles ne sont pas sur Terre. Donc elles sont forcément sous forme carburant. Si je veux les utiliser comme argent, je ne vais pas acheter un truc sur Vénus. Hein. Il faut que je les ramène sur Terre pour les considérer comme de l'argent. Et là, je peux les dépenser sur Terre. Donc faites attention à ça, raccrochez-vous au thème, tout est thématique. C'est ça aussi le très bon côté des jeux d'Elcloun. Donc, premier type d'opération qu'on peut faire, c'est manipuler les cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des cartes déjà, notamment. Alors, vous avez toujours les 6 tas qui sont comme ça, avec juste une carte sur le dessus qui est disponible. Je peux dire, mais moi, je veux acheter ce propulseur, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai pas encore ma fusée dans l'espace, donc je fais pas d'action de déplacement. Mais par contre, je fais une action d'achat de cartes, donc je choisis celle-là. Alors, quand on prend une carte comme ça pour l'acheter, on regarde aussi l'autre côté pour voir un peu ce que c'est. Bon, ça dévoile le côté blanc de la carte qui est en dessous. Faut pas oublier de regarder, hein. Alors, je l'achète, je la paye, combien? Non, c'est pas aussi simple. Il y a une enchère très bien faite. Oui, je me rue là-dessus, je n'aime pas les jeux d'enchères. Et ben, c'est le seul jeu d'enchères où ça m'amuse. Donc là, l'enchère, vous allez voir, est super simple, super ludique, super. Donc, je dis, ben moi, j'achète ce propulseur. Combien je l'achète? Ben, vu que c'est libre, j'achète 0. Hein, je me le prends gratuitement. Je le pose. Et là, tous les autres joueurs autour de la table peuvent dire, non, non, moi, je surenchéris, moi. Il n'y a pas d'ordre, hein. C'est n'importe qui fait dans n'importe quel ordre. Donc un autre joueur peut dire non, non, moi je le prends. Alors combien? C'est ça l'argent, je vous ai dit. Ben une aqua par exemple. Je paye une aqua pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je peux dire bon bah ok, bah garde-la, paye ton aqua et prends-le, je le prends pas. On dit bah c'est dur. Non, pour deux raisons. D'abord, au niveau de l'enchère, s'il y a égalité, il dit une aqua. Et moi je dis ok, je reviens à une aqua. Donc on est tous les deux égalité à une aqua. S'il y a égalité, celui qui a initié l'enchère gagne la carte. Donc quand vous avez initié une enchère parce que vous avez choisi une carte, déjà vous n'avez besoin que de vous mettre à égalité de la plus haute enchère, pas la peine de la dépasser. Les autres joueurs ont besoin de dépasser pour pouvoir gagner. Si par hasard il y avait deux autres joueurs, pas moi, qui se battaient pour la carte et qui étaient à égalité, donc c'est pas moi, hein, à ce moment-là c'est moi qui décide lequel des deux aura la carte. Donc, alors vous direz, ah, il peut y avoir un peu de king-making. Alors dans tous les jeux des clowns, il y a un peu de king-making parfois. Il suffit d'avoir des bons joueurs autour de la table pour que ça se passe bien. Donc, encore une fois, première chose déjà, premier avantage, si c'est moi qui ai mis ça, je n'ai qu'à faire égalité avec l'enchère la plus haute pour la gagner. Mais autre avantage, si je gagne l'enchère, bah super, c'est ce que je voulais avoir cette carte. Bah, je paye en aqua à la banque, voilà, top, et j'ai payé. Mais si je perds l'enchère, si un joueur va plus haut que moi parce que lui aussi ça l'intéressait, il va payer, évidemment, le prix. Mais le prix, il ne paye pas à la banque. Il le paye à moi. Donc, quand vous perdez une enchère que vous avez créée, c'est pas forcément grave, ça peut même être très bien, parce que vous gagnez de l'argent en aqua, qui est aussi du carburant, je vous le rappelle. Et voilà le petit twist hyper sympa. Quoi qu'il se passe dans une enchère, c'est positif pour vous quand vous la déclenchez. Et mieux que ça, vous pouvez vouloir une carte, c'est pas à vous de jouer, c'est pas grave, vous préparez aux enchères d'un autre qui pourrait la mettre pour pouvoir la gagner. Ok, vous allez lui filer de l'argent, mais vous allez avoir le composant, le module que vous vouliez absolument. Voilà le système d'enchères. Vous gagnez les égalités quand vous mettez une carte aux enchères à votre tour, c'est l'opération de votre tour. Et si vous perdez la carte, si quelqu'un enchérit plus que vous, c'est pas très grave, parce que l'argent qui paye va pas à la banque, mais va chez vous. Tandis que vous, je le répète, quand c'est vous qui gagnez votre propre enchère, l'argent ne va pas aux autres, elle va à la banque. Très bien, très simple, ça marche super bien, c'est hyper ludique. Et tant mieux, parce que vous allez pouvoir passer tout le premier tour là-bas, là, vous voyez, tout le premier tour, là, les 12 premiers tours, à faire que ça. Hein.
Parce que dans ce jeu, vous avez cet effet crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on n'a rien. Donc il va falloir choper des cartes, les faire matcher entre elles avec toutes les mécaniques que je vous ai indiquées, là, le mieux possible pour enfin faire un lanceur et enfin l'envoyer dans l'espace pour enfin faire des concessions des usines, voire des colonies. Donc au début, on patouille, et puis tout doucement, on va commencer à avoir des cartes. Ah, je vais faire mon premier lanceur, puis on va avoir une usine, puis alors là, vous allez pouvoir faire des trucs dans l'espace, et ça va crescendo. Mais si vous n'enclenchez pas la mécanique, vous allez ramer. Donc c'est un jeu dans lequel vous pouvez prendre énormément de plaisir, ou alors de la frustration. C'est délicat comme jeu. Alors il faut bien savoir une chose aussi, c'est que quand vous gagnez une carte, si ici il y a des prérequis, vous les prenez aussi. En gros, on vous fournit le brevet du truc, mais on vous fournit le brevet aussi de ce dont vous avez besoin. Alors, faites attention, si vous voyez là, j'ai besoin d'un réacteur. Ça, c'est la couleur du réacteur. Je prends le réacteur de la carte qui est sur le dessus du tas. Hein, mais par contre, regardez, c'est pas le bon symbole. Donc, c'est bien un réacteur, mais c'est pas le bon. Oh, tant pis. Ah ben oui, ça aurait été mieux si ça avait été cette carte qui était sur le dessus, parce qu'en prenant cette carte, je gagne forcément le réacteur qui va avec. Ah regardez, sur le dessus, c'était le bon. Génial, je pourrais faire fonctionner mon propulseur. Donc faites attention aussi à ça. Alors, regardez, ce réacteur-là, par exemple, si c'était celui-là que j'avais pris, il a besoin d'un radiateur. Alors, est-ce que je prends le radiateur? Non. Vous ne prenez les cartes, gratuitement du coup, que de ce dont a besoin le brevet que vous avez gagné. Pas la carte que vous avez gagnée pour votre brevet, vous reprenez une autre carte. Non. Uniquement celle-là. Ça, il faudra que vous allez vous le chercher à une autre enchère pour pouvoir prendre le radiateur. Parce que là, sans deux radiateurs, ce réacteur ne marche pas, et si ce réacteur ne marche pas, du coup, le propulseur ne marche pas. Hein, c'est des réactions en chaîne, comme ça. Donc, en tout cas, vous n'oubliez pas, vous prenez à chaque fois les cartes. Alors, n'oubliez pas, on oublie en première partie. Vous avez gagné un propulseur et un réacteur, vous prenez le réacteur du dessus du paquet. OK? Très important. Et ça, vous le mettez à côté, là, hein, pour dire aux autres joueurs, regardez, j'ai ça. Hein. Alors après, il faut savoir une chose, c'est vous me dites, oh ouais, bah génial, et si je gagne ça, j'en fais quoi? Il faudra que j'aille chercher un propulseur qui est le bon? Non, parce que, entre autres opérations possibles, ça c'est une opération, c'est votre action du tour d'avoir fait ça, vous allez pouvoir vendre des cartes que vous avez en main. Ah, aux autres joueurs? Non, pas du tout. Quand vous faites une vente de cartes que vous aviez en main, c'est à mon tour, opération, je vends une carte, je la remets sous le paquet des réacteurs en l'occurrence, dessous, hein, et je gagne 3 aquas. Et ouais, c'est beaucoup, hein, du coup. Hein. Donc c'est un moyen. C'est-à-dire que si vous chopez une carte qui vous plaît pas trop, vous changez vos fusils d'épaule, c'est pas grave, à votre tour, votre action, alors c'est votre action du tour, hein, c'est de vendre une carte pour gagner 3 aquas. C'est ce qu'on appelle le marché libre. Systématiquement, 3 aquas. C'est pour ça aussi que les enchères vont pas très haut. Parce qu'une carte, ça vaut 3 aquas, donc si vous prenez votre carte et que vous l'achetez 4 ou 5 aquas, vous pourrez pas, vous serez forcément déficitaire si vous la revendez. Donc si vous achetez une carte 4 aquas, ça monte rarement au-dessus, hein, c'est que vraiment vous avez besoin du module, hein, et vous allez l'utiliser, vous n'allez pas le revendre. Sinon, vous achèterez des cartes 1 ou 2 aquas. Donc les enchères, ça fait 1, 2, parfois 0. Mais 0, c'est quand la partie avance un peu plus. Parfois 3 quand même, 4, c'est rare. C'est vraiment la carte que 2 joueurs voulaient à tout prix pour leur fusée, quoi. Mais ça restera. Autre action que vous pouvez faire à votre tour, mis à part donc faire des enchères de cartes ou bien revendre une carte pour 3 aquas pour mettre en dessous, c'est juste faire du revenu et gagner une aqua. Donc à mon tour, je sais pas trop quoi faire comme opération, j'ai bien dit. Je dis c'est bon, je prends un revenu, donc je prends une aqua. Donc c'est-à-dire que au minimum à votre tour, vous gagnez une aqua. Ça, c'est l'action de base, on va dire, de revenu, entre guillemets. Moi, dans ma partie, on l'a jamais fait. Autant vous dire, comme opération, on avait toujours d'autres choses à faire, de mettre ces trucs aux enchères, de vendre des cartes, donc on l'a jamais fait. Alors, tout le début de la partie, ça va être de faire que ces manipulations de cartes. Ça peut vous dire, c'est un peu rébarbatif. Non, en fait, c'est vachement sympa. Parce que d'abord, je vous ai montré la mécanique d'enchère, elle marche super bien. Mais vous revendez vos cartes, donc vous rentrez de l'aqua, donc vous n'êtes jamais coincé. Mais en plus, on construit une fusée. Vous avec les interdépendances, vous allez voir les caractéristiques des cartes, donc on se construit, donc on est en train de construire un truc qui va impacter toute notre partie. Donc on est concentré sur la construction de notre fusée, tout en jouant avec ce système d'enchères très bien foutu. Donc je vous garantis que vous passez du temps à faire que ces manipulations de cartes avec les joueurs, et ça marche super bien. Ça, bravo, hein. C'est super élégant. Des espèces de mini-règles super simples, et c'est super jouissif, on est à fond dans le thème, on fabrique sa fusée, on calcule ses cartes, et en même temps, on fait cette mini-enchère. Très bien, je vous garantis que c'est du plaisir. Mais attention, si vous avez 4 cartes ou plus dans votre main, vous n'avez plus le droit de participer aux enchères. Oh, ben oui, ça évite de vider l'état, quoi. Hein. Donc, si vous avez 4 cartes ou plus, vous êtes arrêté dans les enchères. Alors, vous pouvez avoir un nombre illimité de cartes dans votre main, hein, mais si vous en avez 4 ou plus, vous ne pouvez plus participer à acquérir des cartes, que ce soit un autre qui lance l'enchère ou vous. Alors vous dites que, alors du coup, comment on peut en avoir plus de 4? En fait, vous pouvez avoir des cartes dans l'espace que vous récupérez à un moment, et vous aviez déjà 3 ou 4 cartes, du coup, vous en avez plus que 4. Alors, pour vous débarrasser des cartes, ça va être simple, c'est soit vous les revendez pour 3 aquas, du coup, vous repassez en dessous des 4, vous pouvez reparticiper à des enchères, soit vous avez le droit de les défausser, de les remettre sous le tas sans rien gagner, mais du coup, vous en défaussez autant que vous voulez. Ça vous permet de vous libérer de la place pour en dessous de
4 et pour pouvoir participer à une enchère où vous voulez, mais c'est vraiment mal calculé de faire ça. Ou alors, vos cartes, vous pouvez pouvoir les transformer en objets, les envoyer dans l'espace. Quand vous les envoyez dans l'espace, elles sont plus dans votre main. Donc vous faites diminuer votre taille de main, et du coup, vous passez en dessous de 4 et vous allez pouvoir reparticiper à des enchères. En fait, c'est ça qu'on fait. Soit on les vend pour 3 aquas, soit on les envoie dans l'espace, on a moins de 4 cartes en main, on peut racheter des cartes si on le souhaite. C'est toujours comme ça qu'on fait, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, petit aparté, le pouvoir du japonais, il n'est pas limité à ces 4 cartes-là. Il peut en avoir autant qu'il veut dans sa main. Pour moi, ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que lui, il a vidé les réacteurs, là. Il a vidé ce tas-là, et il les a tous entassés, il avait 20 cartes. Moi, quand j'ai voulu un propulseur, il me fallait un réacteur qui était plus disponible, qui ne le serait plus jamais dans la partie, donc je ne pouvais plus du tout l'utiliser. Donc c'est quand même un problème pour moi, ce pouvoir. Vraiment, il casse le jeu quand le joueur joue comme ça à faire collection de cartes. Alors si les joueurs font pas ça, ça va, mais s'ils font ça, ça casse vraiment le jeu. Donc c'est pour ça que ce pouvoir, je le trouve vraiment pas bon. Ça dépend du joueur, mais il a joué, il avait le droit, il n'a pas triché. Voilà, tout simplement. Donc, ça sont les cartes. Maintenant, comment on les envoie dans l'espace et à quoi elles servent? Alors, je vous l'ai dit, une carte, ce qui est important ici, ça va être ce qui est écrit là, et ce qui est écrit là, et ce qui est écrit ici. Alors, autant vous le dire, ça c'est le type spectral, c'est-à-dire un type de minéral, vous voyez, vous avez C, S, M, V, D, H. Et bien ça, si j'ai ce brevet en main, je vais pouvoir fabriquer cet objet sur sa face noire, comme je vous expliquais tout à l'heure, si j'ai une usine présente à moi sur un objet de type M en spectral. Ah oui, donc regardez, vous allez fabriquer vos usines, et il faut que les cartes que vous ayez en main, si vous voulez les fabriquer sur leur face noire, elles correspondent ici au minéral sur lequel vous avez votre usine. Ça, c'est la première chose. Vous allez voir comment on fabrique ces cartes-là, en face noire, etc. dans un instant, mais juste ce petit point-là. Ici, on a quoi? Alors, en fait, ici, je vous l'ai dit, ça, c'est des prérequis pour que ce propulseur fonctionne. Donc, il va falloir avoir les cartes de soutien de ce propulseur pour que ça fonctionne, comme je vous l'ai expliqué. Là, c'est la masse du propulseur. C'est génial. Celui-là, il pèse rien. Plus c'est lourd, plus c'est pénible dans l'espace. Donc, il faut chercher les masses les plus faibles possibles. Ça, c'est sa résistance aux radiations. Vous allez le voir, mais là, partout, vous avez les petits symboles nucléaires. En fait, il y a des radiations dans l'espace. Si vos objets ne sont pas bien résistants, il peut leur arriver des misères, se faire complètement détruire. Donc ça, plus c'est haut, mieux c'est. Ça résiste mieux dans l'espace. La masse, plus elle est basse, mieux c'est beaucoup plus facile à envoyer dans l'espace. Ça, c'est deux choses vraiment importantes. Autre petit symbole très important, c'est celui-là. Et comme par hasard, c'est un robonaute que j'ai derrière. Vous retrouvez la masse, vous retrouvez la résistance aux radiations et vous retrouvez les prérequis pour qu'il fonctionne. Un robonaute, ce petit symbole-là, en fait, ça va être sa capacité de bosser dans l'espace. Je vous ai dit que c'est lui qui fait tout dans l'espace. Il faut savoir que ça, vous considérez que c'est un peu sa sensibilité, sa capacité à travailler en finesse. Donc, plus c'est bas, plus ça veut dire que ça travaille sur des petits trucs. Et plus vous travaillez sur des petits trucs, mieux il est efficace. Donc en gros, ce chiffre-là, il faut qu'il soit le plus bas possible. Le symbole, on verra plus tard. Donc en tout cas, la masse la plus basse possible, c'est plus facile dans l'espace. Si c'est un robonaute, sa capacité de travail, ça représente ça, la plus basse possible pour qu'il puisse faire des travaux les plus fins possibles. Résistance aux radiations, la plus haute possible pour pouvoir ne pas perdre la carte dans l'espace. Alors, toujours pareil, si ça pète, vous verrez, ça vous revient dans votre main, c'est un brevet, je vous l'ai expliqué. Donc ça, c'est les premières choses. Ici, vous avez le triangle de poussée. Alors, dès que vous avez un triangle comme ça, ça veut dire que c'est un propulseur. Alors, vous avez même des robonautes qui ont ce triangle de poussée. Alors, voilà, par exemple, là, j'ai un robonaute, regardez. Non seulement c'est un robonaute, mais en plus, il peut propulser ma fusée. Donc, c'est quand même génial. Donc, encore une fois, comment ça marche un triangle de poussée? Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a deux caractéristiques. D'une part, sa poussée, qui est le chiffre à gauche. En gros, plus ça pousse fort, plus vous irez loin, plus vous irez sur des gros corps, comme vous verrez, des gros corps dans l'espace. Et à droite, la goutte, c'est sa consommation en ergol. L'ergol, c'est le carburant. Donc là, c'est plus c'est gros, plus je vais pouvoir aller loin à chaque tour, et plus je vais pouvoir me poser sur des corps qui ont une forte gravité et décoller de corps de forte gravité. C'est ma poussée, la puissance de mon propulseur. Et là, par contre, à chaque fois que je l'utilise, c'est ce que ça me coûte en ergol, comme vous allez voir. Ce petit symbole au-dessus, c'est de la post-combustion. Alors ça sert à quoi? Vous consommez un ergol pour activer une post-combustion, donc un ergol de plus, votre carburant, mais vous gagnez un en poussée. Alors parfois c'est deux, mais le chiffre qui est indiqué là, vous le gagnez en poussée pour votre déplacement de ce tour. Je vous ai dit, chaque tour, une opération, un déplacement. La couleur du triangle est importante. Là, elle est blanche, mais vous avez des triangles gris. Ça dépend du type de carburant. Donc si c'est bleu, ce qui est la plupart du temps, votre carburant, c'est de l'aqua. C'est ça. Si c'est gris, votre carburant, c'est du régolithe. Alors, régolithe, il n'y a pas de pion. Non, le régolithe, en fait, il est partout dans l'espace. Dès que vous avez votre fusée sur un corps, c'est bourré de régolithe. Le régolithe, c'est une poussière quasiment comme du talc qu'il y a sur tous les corps spatiaux. Donc, le régolithe, c'est parfait. Vous allez voir, c'est pratique. On peut le choper n'importe où. L'aqua, il va falloir aller se la trouver. C'est un petit peu différent. Mais il y a des propulseurs gris. Par contre, évidemment, un propulseur bleu ne peut pas fonctionner avec du régolithe. Il est fait pour fonctionner avec de l'aqua. Alors, juste une petite chose. Regardez, vous avez des cartes avec un triangle comme ça de poussée noire. Alors, ça, c'est pas un propulseur.
C'est un complément de propulseur. Il va modifier votre propulseur que vous utilisez en fonction des chiffres ici. Là, il vous diminue de 2 la poussée, ce qui n'est pas terrible. Par contre, il ne modifie pas, c'est une fraction, il ne modifie pas votre consommation d'ergol. C'est pas terrible non plus, mais il vous sert à autre chose. J'essaie de voir, voilà, lui, vous voyez, par exemple, celui-là, il augmente de 4 votre poussée. Donc, vous aviez ce propulseur, bah, vous n'aviez pas 4 en poussée, vous avez 8 si lui, il est avec le propulseur. Par contre, ça ne modifie pas. Parfois, ça peut être un demi ou un quart, auquel cas, ça diminue par 2 ou par 4 votre consommation d'ergol. Donc ça, c'est très utile. Il y a une clé à molette ici, le triangle est noir, c'est juste un modificateur de ces valeurs-là, si il est dans votre fusée. Alors, je vais vous détailler, évidemment, le voyage dans l'espace, maintenant que vous savez à peu près comment ça marche, et la poussée, la consommation d'ergol, la post-combustion, le type de minéral, si vous voulez retourner la carte, alors là, elle est en brevet, hein, sa masse, sa résistance aux radiations et ses besoins. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'au début, les brevets, c'est des papiers ici. Donc, si vous les transformez en objet, il faut faire ce qu'on appelle une opération de boost. C'est-à-dire qu'à votre tour, vous dites « j'envoie des cartes en orbite basse terrestre », c'est-à-dire ici. Pour faire ça, bah, vous prenez autant de cartes que vous voulez à votre tour et vous les mettez toutes en orbite basse terrestre. Oui, sauf qu'il faut leur mettre un petit boost hein, pour les mettre en orbite basse. Combien? Eh bien, ça dépend de leur masse. Vous devez consommer une aqua par unité de masse pour mettre en orbite. Vous voyez, celui-là, il est super. Je l'ai en brevet. Pour le mettre en orbite basse terrestre, pour le transformer en objet, en vrai propulseur, ça me coûte rien. Hein, c'est négligeable tellement il est léger, c'est génial. Après, bah, regardez, ce générateur-là, par exemple, c'est pas terrible si vous en avez besoin. Pour le mettre en orbite basse terrestre, ça vous coûte 4 aqua, ce qui est énorme, hein, il est très lourd. Vous voyez déjà pourquoi c'est pénible quand c'est lourd. Hein. Et ça, vous additionnez évidemment toutes les cartes que vous envoyez en orbite basse terrestre. Hein. Donc du coup, en low Earth orbit. Donc du coup, il faudra calculer que vous ayez suffisamment d'aqua pour pouvoir toutes les envoyer ici. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une opération de boost. Alors c'est votre opération du tour, à la place d'acheter une carte par exemple. Hein, c'est une opération. Comme je vous disais, bouger les cartes, c'est une action gratuite. Alors au passage, plus si je vous l'ai dit, mais faire une colonie, vous verrez, c'est aussi une action gratuite. Mais c'est les seuls. Après, dès que vous faites un truc, c'est votre opération du tour. Donc première chose, le boost pour l'emmener ici. Une fois qu'il est là, comme je vous ai dit, il est en orbite basse terrestre. Je peux tout à fait dire, allez, ça, c'est mon lanceur. Et là, je prends ma fusée, je la mets là. C'est gratuit, ça, comme action. Hein. Après, je pourrais, donc, encore une fois, la déplacer. Donc, cette opération de boost est fondamentale. Au passage, vous avez la NASA. Lui, son pouvoir, là, de la NASA, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur fait une opération de boost, il gagne une aqua. Bah oui, en gros, c'est lui qui fournit le pas de tir. Quoi. Maintenant, je fais une fusée, mais elle va être composée de quoi, ma fusée? Mettons, je veux utiliser ce propulseur, il m'intéresse. Il va lui falloir un radiateur comme ça. Mettons que j'ai gagné plus précédemment un radiateur comme ça. Donc, je l'ai envoyé par une opération de boost, ça m'a coûté une aqua. Hop, allez, ça, c'est ensemble. C'est dans mon propulseur. Mettons que j'avais aussi, hop, allez, je prends au hasard ce robonaute que j'avais gagné précédemment, que j'avais envoyé avec un boost, alors le même boost, hein, si je veux, hein, pour 2 aquas. Donc, si j'avais tout envoyé avec un seul boost, ça m'avait coûté 3 aquas. Voilà, j'ai ces 3 choses-là. Mettons que je veux envoyer ces 3 choses-là et c'est tout dans l'espace parce que j'ai un plan pour aller faire un truc. Je peux y joindre, si je veux, mon équipage. Mettons que je veux me joindre mon équipage. Alors ça, c'est important parce que là, regardez, il n'y a pas d'humain. C'est que du robot. Il n'y a pas d'humain. Là, il y a une petite icône comme ça. Ça veut dire qu'il y a des humains sur cette carte. Alors, il y en a d'autres. Hein. Mais si j'ai pas de carte avec des petits humains, bah, il n'y a pas d'humain, hein, tout simplement. Mettons que je veux envoyer ça là. Très bien. Comme je les ai tout envoyé en boost, je les glisse tout ici. Voilà. Mon propulseur est fait. Mon lanceur est fait avec sa chaîne de soutien qui est en l'occurrence juste son réacteur. Alors après, ça peut être plus compliqué que ça. Ce que je viens de vous faire, ça marche pas. Pourquoi? Parce que regardez, le robonaute, il lui faut ça et ça. Donc, il aurait fallu que je gagne à un autre moment, voilà, par exemple, ce générateur-là, vous voyez, qui m'apporte le bon, pour que lui fonctionne, qui pèse 4 quand même, c'est pas rien, hein, 4 aqua pour l'envoyer dans l'espace. Et puis, il lui faut en plus un radiateur. Donc, il aura fallu que je gagne une carte radiateur, mettons, ce radiateur, je vous l'ai expliqué, on peut le mettre sur les 2 faces. Bon, là, regardez, avec mes cartes, j'ai besoin que d'un refroidissement, j'ai pas besoin d'autre. Bon, bah, je le mets sur cette face refroidissement, ça pèse que 2, ça m'a encore coûté 2 aquas pour le mettre là-bas. Mais si je fais ça, voilà, là j'ai ma chaîne, hop, qui fonctionne. Et bien tout ça, j'en fais mon lanceur. Et maintenant, je vais l'envoyer dans l'espace. Première chose à bien comprendre, on est dans un jeu de simulation, on n'est pas dans Star Wars. Dans Star Wars, ils allument les réacteurs et ils éteignent jamais. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Quand on envoie une fusée dans l'espace, il suffit de mettre un coup d'accélérateur, d'envoyer un coup de carburant, ça brûle, ça pousse, et comme il n'y a pas de frottement, bah, ça glisse sur l'inertie non-stop. Alors il faudra remettre un petit coup de booster quand on veut rediriger le vaisseau ou quand on veut atterrir sur une planète, bien évidemment. Donc ça marche comme ça. Alors en fait, si vous voyez bien, vous avez des petits ronds un peu partout. Hein. En fait, moi quand je pars, il faut que je suive une ligne, comme je suis en train de vous le faire là. Hein. Voilà, il faut que je suive une ligne. Et je vais passer par des petits ronds qui sont comme ceci. Ils sont de différents types. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les magentas. Ce que vous avez ici, là, là. À chaque fois que je veux rentrer dans un cercle magenta, ça signifie qu'il faut que je fasse un burn. Un burn, ça veut dire qu'il faut que je consomme du carburant pour pouvoir y rentrer. À cet endroit-là, il faut remettre un coup de boost.
on est obligé. Donc surveillez quand vous partez de la Terre et que vous voulez aller quelque part, regardez combien de burn vous allez devoir faire. Par exemple, vous avez un chemin qui est possible pour aller sur Mars, alors c'est pas le plus court, mais c'est celui qui fait le moins de burn, c'est celui-là. Je pars d'ici, là j'ai du magenta, j'ai un burn, ici j'ai du magenta, j'ai un deuxième burn, là je peux continuer, là je peux continuer, j'arrive ici, je peux continuer, là regardez, c'est un point de Lagrange, c'est un rond, mais il n'est pas magenta, hein, donc il ne me consomme rien. Ah, là j'arrive, j'ai à nouveau un burn, et puis là, bah, je peux éventuellement repasser là pour atterrir, c'est à nouveau un burn, ou alors je peux passer par les petits côtés, mais je vous expliquerai après, où là j'ai pas de burn. Donc quand vous voulez faire ça, bah, vous dites, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 burns, par exemple, à faire, si je veux faire ça. Ah, et combien ça va me coûter? Eh bien regardez, ça, la consommation d'ergol qui est indiquée ici, c'est pour chaque burn. Donc là, j'ai besoin de 12 ergols pour pouvoir faire ce trajet-là. Donc je l'anticipe. C'est que l'aller, hein, il n'y a pas le retour. Mais avec un robonaute, s'il y en a un là-dedans, vous allez pouvoir fabriquer de l'ergol sur place. Donc vous fabriquez votre ergol sur place pour revenir, plutôt que de le transporter parce que c'est trop lourd. Et vous allez voir comme le poids est important. En tout cas, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Dès que vous passez par un rond magenta, ça consomme de l'ergol qui correspond à la petite goutte dessinée ici de votre propulseur qui fonctionne. Donc vous calculez combien vous allez en faire pour aller jusque là-bas, vous multipliez et vous avez en l'occurrence par exemple 12 ergols si je fais 4 burns pour faire tout ce trajet. Comme ça, si j'ai suffisamment d'ergols, je peux me promener dans tout l'espace? Non, 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 non. Le chiffre de poussée vous indique combien de burns vous avez le droit de faire à votre tour. Si j'utilise ce propulseur, je ne peux pas passer par plus de 4 cercles magenta au cours de mon tour. Au bout du 4e, je rentre dans le 4e en payant l'ergol et je m'arrête. Je ne peux pas aller plus loin avec ça. Que ça, d'accord? Alors je peux m'arrêter avant, hein, si je veux, bien sûr. Alors il y a des moyens de booster un peu hein, cette poussée. D'abord, vous avez vu, vous avez des cartes, par exemple, elle, qui rajoute 4, hein, donc je passe à 8 en poussée, donc je peux faire 8 cercle magenta au cours de mon tour, 8 burns, mais vous avez aussi d'autres choses. Alors je vous le montre tout de suite, c'est indiqué ici, vous avez le soleil. Il y en a certains, vous avez un petit soleil ici. Ben, si vous avez un petit soleil sur votre propulseur qui fonctionne, parce que vous pouvez tout à fait avoir plusieurs propulseurs, mais ne pas utiliser le propulseur qui a ça, hein, donc ça dépend de ce que vous utilisez. À chaque déplacement, il faut indiquer votre chaîne. Hein. Vous dites, j'utilise ce propulseur avec ci et avec ça. Par exemple, si ce propulseur au passage a besoin d'un radiateur, mais que mon robonaute ici aussi, comme mon robonaute je ne l'utilise pas pour me déplacer, je peux très bien dire le radiateur fournit du froid à mon propulseur qui en a besoin, mon robonaute marche pas, mais je m'en fous, je l'utilise pas, et puis quand je serai arrivé sur place, mon propulseur fonctionnera plus, et puis le froid sera utilisé pour mon robonaute, hein, par exemple. On peut tout à fait faire ça. Donc c'est thématique. Donc réfléchissez bien, à chaque fois que vous faites un déplacement, vous dites quelle chaîne de cartes vous utilisez. Et si vous avez 2 propulseurs, comme c'est le cas ici, eh ben, à ce tour j'utilise celui-là, mais peut-être qu'au tour prochain j'utiliserai celui-là, puisqu'il est aussi dans ma fusée. À chacun de voir. Donc en tout cas, si vous avez ça, l'icône de votre propulseur ou une carte du soutien qui est en fonctionnement au moment de votre déplacement avec un soleil, ça rajoute ou ça diminue en fait votre poussée qui est là, qui est le nombre de cercles magenta par lequel vous pouvez passer. En fait, regardez, ça dépend de la zone héliocentrique où vous êtes. Vous voyez, ça c'est la première zone, ça vous rajoute plus 2, là plus 1, là ça vous rajoute rien du tout. Là par contre, vous perdez moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Hein, si vous utilisez une carte avec un petit soleil. Alors le soleil c'est bien si vous êtes près de la Terre, quoi, hein. Si vous commencez à vous éloigner, en fait ça vous fout du malus, les propulseurs à soleil, donc c'est pas terrible. C'est bien au tout début de partie si vous allez par là, mais c'est tout. Donc si vous allez sur la Lune par exemple. Alors au passage, petit point de règle étrange, la Lune, il n'y a que le premier joueur qui a le droit d'y aller. Voilà. Ou alors il peut autoriser un autre joueur à y aller. Alors je vous le dis au passage, j'y pense, des négociations sont possibles dans ce jeu. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider, avec une contrepartie bien sûr. Donc on peut se négocier des petits coups de main, comme ça. Bon, moi j'aime pas trop ce genre de choses là, bon on peut le faire, hein. Ça ne casse pas le jeu, c'est pas très gênant. Nous dans notre partie on l'a jamais fait, hein. C'est clair. Ensuite, regardez, vous avez la post-combustion, n'oubliez pas, si je consomme 2 ergols, j'ai plus 1 en poussée, c'est comme ça que ça fonctionne. Le soleil, je viens de vous le dire. Et enfin, dernière chose pour augmenter votre poussée, donc votre distance, c'est-à-dire le nombre de petits cercles magenta, je le répète, par lequel vous pouvez passer en un tour, et ben vous pouvez avoir cette petite icône là, qui est l'icône de push. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez votre faction, il y a une faction qui a la possibilité d'utiliser ces icônes, ou alors vous pouvez faire des usines dans des endroits, regardez, où il y a cette petite icône. Ça représente en fait un faisceau laser de haute puissance qui vient taper sur votre vaisseau et ça le pousse. Alors ça c'est quelque chose qui est complètement réel. Alors, ça n'existe pas parce qu'en fait pour fabriquer de tels faisceaux laser ça coûte trop cher. Donc pour l'instant personne n'a voulu payer pour les fabriquer. Mais un faisceau laser de très haute puissance peut pousser une voile comme ça pour qu'un vaisseau avance dans l'espace. Donc en tout cas dans ce jeu ça existe, mais il faut, si vous avez ça, hein, et encore une fois ça va vous rajouter 1 en poussée. Voilà, j'ai ce symbole là sur mon propulseur que j'utilise, soit j'ai la bonne faction, soit j'ai construit, vous verrez, une usine sur un site qui a ce petit symbole là, et ben j'ai plus 1 en poussée à chaque fois que je fais un truc. C'est quand même très bien. Alors en sachant que la poussée vous sert aussi à autre chose, vous ne pouvez pas atterrir sur un site si la poussée de votre propulseur
n'est pas strictement supérieur à la valeur chiffrée qui est ici, qui correspond à sa gravité. Mais pareil, vous ne pouvez pas décoller d'un site si vous n'avez pas une poussée strictement supérieure à la valeur qui est là. Alors vous allez voir, il y a d'autres moyens d'atterrir qui se passent de la poussée, je vais y venir, mais sinon vous ne pouvez pas. Donc ça c'est très important. Alors c'est pour ça par exemple vous pouvez prendre ces deux propulseurs, parce que l'autre propulseur là, de mon équipage, vous voyez, il a 14 en poussée, ça on voit. Hein. Alors c'est pas tellement pour passer par 14 cercles magenta, mais par contre vous avez vu ce qu'il consomme. À chaque burn, parce que c'est à chaque burn, il me consomme 8 ergols. Là, c'est que 3. Donc, c'est beaucoup. Par contre, ça, je peux le garder. Je peux arriver jusque pas loin de... Par exemple, ici, je peux arriver juste à côté de Mars. Et j'utiliserai ensuite, quand c'est à nouveau à mon tour, hop, ah non, je change de propulseur. J'utilise celui-là pour avoir la poussée suffisante pour atterrir sur Mars. Bon, ça va me consommer un petit coup, là, le temps d'y arriver, là, bim, et puis après d'atterrir. Mais c'est comme ça que ça peut être utile. En tout cas, sachez que si votre propulseur n'a pas une valeur strictement supérieure, vous ne pouvez pas atterrir sur le corps. Hein. Alors je peux atterrir là, hein, parce que là il y a la gravité que de 1, c'est tout petit, mais je ne peux pas atterrir sur Mars avec ce propulseur. Et je peux encore moins décoller sur Mars parce que j'ai pas un propulseur assez puissant. Alors c'est surtout à ça que servent les hautes valeurs de poussée, c'est pour pouvoir atterrir et décoller des gros corps. Alors comment on gère la consommation de carburant quand on fait des burns et qu'on se balade? Parce que je vous explique comment on calcule, mais comment on gère. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout ce graphique-là, c'est super bien fait. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la consommation va dépendre évidemment du propulseur, mais aussi du poids de votre fusée. Plus votre fusée est lourde, plus il faut consommer d'ergols pour faire un burn, quand vous rentrez dans un cercle magenta. C'est tout à fait logique. Mais quand vous faites un burn, vous consommez du carburant. Donc pour le burn suivant, vous serez plus léger, donc vous consommez moins. Comment ça marche en jeu? En fait, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'il faut regarder combien pèse votre propulseur. Là, ça doit être absolument affolant. Là, il pèse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il pèse 10. Hein, ça, j'additionne toutes les masses. Donc, je prends ici, regardez, hop, 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 ces chiffres noirs, là, et je vais sur le 10, c'est le poids de mon propulseur en masse dite sèche, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas de carburant dedans. Donc, hop, j'ai un tout petit jeton que je mets sur 10 masse sèche. Ça, c'est tout. Mettons que j'estime que j'ai besoin d'ergols pour pouvoir aller à un certain endroit. Voilà, j'ai 4 choses à faire, là, 4 cercles magenta à passer, 4 burns. Je consomme 3, donc j'ai besoin de 12 ergols pour pouvoir faire ça. 4 x 3, 12. 4 burns, chaque burn, 3 ergols. 4 burns, pas à cause de ça, hein, mais à cause des cercles qu'il y aurait où je veux passer. Donc ces 4 burns-là, et ben en fait, il va falloir que je rajoute du poids en ergol. Alors, vous ne bougez pas votre masse sèche, vous avez un autre jeton là, qui est la masse en charge. Et là, vous allez regarder les petits chiffres blancs qui sont en dessous, vous allez voir pourquoi. Et ça doit correspondre à la valeur totale. Donc là, je dois faire 12, donc comme là j'ai 2, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, là j'ai 12. Donc je dois poser ma masse en charge ici. Tac. Et ça veut dire que si je regarde les petits chiffres, c'est ce que je vais consommer. J'ai bien dit les petits chiffres blancs, hein, vous allez voir pourquoi. C'est ce que je vais consommer pour pouvoir faire mes 4 burns en consommant 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ergols. Ok, donc là, ça fait 12, ok, j'ai assez d'ergols. Mais c'est quoi? Il faut 12 gouttes? Non, pas du tout. Le nombre de gouttes qui est nécessaire, vous allez regarder en fonction des chiffres noirs. Alors évidemment, là, ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faut que vous dépensiez 12 gouttes. Alors, on est sur Terre, hein, je vous rappelle. 12 gouttes d'ici, alors ça, c'est vraiment votre pool que vous avez sur Terre uniquement. Les 12 gouttes ici pour pouvoir monter jusque-là. C'est rude. Alors oui, mais évidemment, si par exemple, ma fusée était beaucoup plus légère, mettons qu'elle était ici, et bien regardez, là, c'est 3, c'est pas 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'avais besoin de venir juste ici. Et du coup, combien il fallait que je consomme? Combien il fallait que je mette de gouttes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moitié moins. Eh oui, vous vous déplacez en comptant les chiffres blancs pour obtenir le nombre total d'ergols que vous allez consommer. Vous placez votre masse en charge, qui est la vraie masse de votre fusée, avec ses composants et son ergol. Vous le placez, et ensuite le nombre de gouttes que vous utilisez pour arriver ici, ce n'est pas les chiffres blancs, mais ce sont les chiffres noirs. Ça, c'est les unités de masse, hein, les unités d'ergol. Alors donc, ça veut dire quoi? Bah oui, ça veut dire qu'une goutte, par exemple, va vous permettre de faire plusieurs burns. Enfin, en tout cas, d'utiliser plusieurs étapes d'ergol. Et oui, ça dépend du poids de votre fusée et puis de son propulseur. Donc, vous comptez, je le répète, les blancs. Ça, c'est le nombre d'ergols que vous avez calculé dont vous avez besoin. Et ensuite, vous mettez votre jeton sur le rond noir, de façon à correspondre, à en avoir assez. Et vous comptez les ronds noirs, là, enfin, suivant les pointillés, pour savoir combien de
perles, là, vous avez utilisé pour arriver jusque-là. Quand vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas de regarder votre poussée. Là, par exemple, j'ai 4 en poussée, mais regardez, c'est quelque chose de lourd, là, il commence à perdre en poussée. Vous voyez, là, si je suis dans cette zone-là avec ma masse en charge, j'ai moins 1 en poussée. Là, j'ai 0, c'est ma valeur. Là, j'ai plus 1, je suis tout léger. Et là, j'ai plus 2, moins 2, parce que je suis très lourd. Donc là, mettons qu'on soit comme ça, bon, ça correspond pas à mon tas, mais ça n'a pas d'importance. Là, j'ai moins 1 en poussée, là, j'ai 4, donc j'ai 3 en poussée, je le mets là pour pas oublier. Si j'avais eu, par exemple, un système pushable comme ça, là, et que j'avais eu une usine qui pouvait me le faire, bah, je rajoutais 1 en poussée. Hein, donc ça, il ne faut pas oublier. Si j'utilise à ce déplacement ma post-combustion, je rajoute 1 en poussée. Donc ça, vous modifiez la poussée à chaque fois que vous allez faire un déplacement. Et donc vous indiquez à combien est votre poussée, c'est important parce que c'est le nombre de burns que vous avez le droit de faire à votre tour, et c'est aussi c'est de ça dont dépend la possibilité d'atterrir ou pas sur un corps. Donc, comment ça marche là, ma consommation d'ergol? Alors, déjà, à chaque fois que vous faites un déplacement, vous regardez votre poussée. Hein, vous regardez la poussée ici, éventuellement vous avez un soleil, si vous êtes pushable, vous regardez tout ça pour voir à combien elle est. Et chaque déplacement, vous posez ici pour savoir à combien vous êtes de poussée, pour savoir combien vous allez pouvoir faire de burn à ce tour, et sur quelle zone vous allez pouvoir atterrir et décoller éventuellement. Donc mettons que je sois ici, je viens ici, ah c'est magenta ici, donc je dois faire un burn. Un burn, ça me consomme 3. Je suis en masse sèche à 4, c'est-à-dire juste les objets qu'il y a là, mais j'ai chargé en carburant de façon à monter ici, en consommant mes perles bleues. Donc j'ai dit que je consommais 3. Ben, je fais pas 1, 2, 3, hein. Non, non, non. Alors je baisse évidemment ma masse en charge, ma masse sèche elle bouge pas. C'est les modules que j'ai dedans, donc ça bouge pas. Donc je descends, comme ça je fais 1, 2, 3. Et oui, je descends en suivant les valeurs blanches de ma masse en charge. Voilà, je me déplace, là c'est bon, là j'ai à nouveau un magenta, ben à nouveau 3. 1, 2, oh, il y a une étape supplémentaire, 3. Je m'arrête là. Mais c'est génial. Et oui, parce que plus vous descendez, plus vous consommez de carburant, plus vous êtes léger, plus vous allez avoir d'intermédiaires, parce que vous consommez de moins en moins de carburant. Alors que quand vous regardez ici, là c'est bim, 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 bim quand même. Hein. Donc c'est intéressant d'être léger pour consommer moins de carburant. Donc c'est comme ça, vous descendez bien sur les chiffres blancs quand vous consommez, et pas sur les noirs. C'est pour ça qu'on regarde les blancs, quand on calcule de combien on aura besoin du coup d'étapes d'ergol. Par contre, quand on charge en carburant, on utilise les perles, et donc on monte sur les noirs. Voilà, donc une perle, quand vous êtes très très léger ici, regardez, une seule perle, là, ça vous donne 9 étapes d'ergol. Ben, ça, c'est des quantités fixes, mais la quantité consommée va dépendre de votre poids, et évidemment de ça. Donc voilà, ici, passer de là à là, une perle m'offre 6 étapes d'ergol que je consomme en fonction du chiffre qui est là à chaque fois que je fais un burn. Et ainsi de suite, et là, c'est que 2. Donc c'est pas terrible. Alors en sachant que votre masse sèche, là, tous les trucs ne pouvaient pas être au-delà de 23, sinon votre fusée ne peut pas décoller, et masse en charge c'est 32 maximum, vous ne pouvez pas plus. Voilà comment ça marche. C'est très très bien foutu. Alors il faut savoir que vous allez pouvoir bazarder des cartes que vous avez dans l'espace, ou sinon ça vous plaît pas, vous bazardez. Vous allez pouvoir construire des usines qui vont vous enlever des cartes. N'oubliez pas, quand vous enlevez des cartes d'un lanceur, immédiatement vous baissez votre masse en charge d'autant de masse qui a été retirée, et votre masse sèche, pardon, mais aussi votre masse en charge. La masse en charge, c'est la masse totale de votre fusée. Hein. Donc, n'oubliez pas de baisser les deux à chaque fois. Il faut faire ça. Vous pouvez, quand vous rajoutez des cartes, bah, évidemment, vous montez votre masse sèche, vous montez votre masse en charge. Quand vous rajoutez du carburant, votre masse sèche, elle bouge pas. Par contre, votre masse en charge, elle va monter, bien évidemment, puisque c'est avec le carburant. Donc, quand vous modifiez votre lanceur en fonction, c'est soit des objets, soit du carburant, vous modifiez les deux choses comme je viens de vous montrer. Ça c'est évident une fois que vous avez compris le système. Ça me fait penser que j'ai oublié un point, c'est qu'on a des jetons comme ça, qu'on va poser ici dans les différentes zones héliocentriques, alors qu'ils correspondent, hein, ici c'est là en fait. Et il faut savoir que la première fois que des humains se posent sur un corps céleste qui est dans la zone héliocentrique qui correspond, le joueur gagne ce jeton-là. Hein, il le met sur sa pile lanceur, ça c'est un point de victoire. Et si les humains qui sont allés reviennent sur Terre, parce qu'ils peuvent soit mourir, soit former une colonie et pas revenir, à ce moment-là on le retourne sur l'autre face. C'est 2 points de victoire. Et on met ça dans mes glories, c'est des points de victoire. Donc c'est le premier arrivé, hein, ça j'ai oublié de vous le dire. Alors je vous le dis parce que moi dans ma partie, mon premier voyage s'est mal passé, j'ai pris des radiations, je vous ai expliqué, j'ai perdu quasiment toutes les cartes que j'avais dans mon lanceur. Et en fait, il m'est resté plus que 2 choses dans mon lanceur. Hein. Dans mon lanceur, au final, il m'est resté que 2 choses. Il m'est resté mon équipage et un propulseur, quoi. C'est tout ce que j'avais, qui n'avait pas pété parce qu'ils avaient une bonne résistance aux radiations, mais tout le reste, je l'ai repris en main en fait, hein, parce que j'ai récupéré les brevets, mais les objets étaient cassés par les radiations. Bah en fait, je me dis, oh bah super, génial, j'aurais pas dû prendre le risque du jet de dés, vous allez voir comment ça marche. Mais en fait, comme j'étais tout léger, hein, j'avais plus qu'un en masse, et ben j'avais calculé ma masse en charge de carburant pour aller loin, mais du coup, moi, ma masse sèche, elle est redescendue ici. Parce que j'avais quasiment plus rien dans mon lanceur. Et du coup, j'ai réalisé que j'avais un équipage, j'avais quelque chose qui pesait rien, ben, je suis allé partir, me poser sur un de ces 2 corps-là. Alors j'ai une toute petite poussée, hein, pareil, donc sur un de ces 2 corps-là, pour vous allez voir comment ça marche. Je me suis posé, comme je me suis posé avec un équipage, ah ben j'ai gagné le jeton. Alors après, il faut savoir que des jetons comme ça, vous n'avez le droit d'en avoir qu'un seul
sur votre lanceur. J'avais pas le droit de continuer à aller me poser sur plein de corps dans les différents endroits parce que du coup je consommais très peu de carburant quand je me déplaçais pour faire le plein de jetons. Non, il fallait d'abord soit que je démantèle tout, soit que je revienne sur terre pour pouvoir déposer le jeton ici avant de pouvoir aller en chercher un autre, sinon on se gave. À noter qu'il y a aussi 4 autres jetons que vous voyez là, on les pose ici sur le plateau, et en fait ils seront remis chacun pour 2 points de victoire avec l'accord de tous les joueurs en fonction des misères qui seront arrivées au cours de la partie. Voilà, par exemple, vous avez les 4, là, un événement qui a détruit complètement un vaisseau, perte de vie humaine, ou bien vous avez beaucoup aidé un ennemi, ou alors un nouveau joueur qui a complètement foiré son calcul et qui est perdu dans l'espace, il a plus assez de carburant. Les joueurs entre eux, vous décidez à qui vont aller ces 2 points de compensation pour une grosse misère au cours de la partie à un joueur. Alors au passage, mettons que j'ai consommé du carburant et je suis arrivé ici, j'ai pas tout consommé, j'ai quelque chose de tout à fait léger qui est là. Et que là, je recharge en carburant. Bah à ce moment-là, vous dites, ah ouais, mais comment on fait parce qu'on est au milieu? Bah vous suivez, je sais pas si vous voyez, vous avez des petits pointillés, en fait, vous suivez les flèches. Là, si je recharge, je consomme une goutte pour pouvoir recharger mon lanceur, bah je viens ici, je monte là, ma masse en charge, hein, c'est parce que c'est le carburant. Puis si je continue, je monte là, puis si je continue, j'arrive ici. Donc vous suivez les petites flèches, et si par contre vous diminuez, bah vous avez bien compris, si vous larguez du carburant, vous suivez dans l'autre sens. En sachant que vous ne pouvez pas aller à l'encontre d'une flèche. Là j'ai une flèche qui va dans ce sens-là, si je perds du carburant, je viens ici. Donc ça, il faut juste suivre les petits pointillés quand vous déchargez du carburant et que votre marqueur de masse en charge n'est pas sur la ligne du bas, mais au milieu. Allez, je vais venir sur d'autres détails maintenant qui sont très importants. Au passage, c'est la première fois que je viens de changer de batterie pour ma caméra. Ça m'était jamais arrivé de devoir changer de batterie au milieu d'une vidéo. Alors d'abord, je vais vous expliquer les petits symboles qu'il y a ici. Alors, il faut bien comprendre une chose, que quand vous vous déplacez, si vous passez sur des cercles comme ça marqués L3, L5T, c'est des zones d'équilibre gravitationnel, il se passe rien, vous faites ce que vous voulez. Donc j'arrive par exemple sur ce cercle-là, vous voyez, là j'ai plusieurs trajets possibles, hein. Si j'arrive de là, je peux partir ici, je peux partir là, je peux partir là, je peux partir là. Mais comme c'est un cercle, c'est une zone d'équilibre gravitationnel, un nœud de Lagrange, j'arrive ici, je peux partir où je veux. Dans le même tour. Donc ça, c'est la première chose. Si par contre, vous avez des croisements comme ici, hein, des angles droits comme ça, sur votre trajectoire, où il n'y a pas de cercle, ça, c'est pas du tout un équilibre gravitationnel, c'est ce qu'on appelle un Hohmann. Donc si j'arrive ici, j'ai 2 possibilités. Soit je continue tout droit, bon ça n'a aucun problème, soit je tourne. Mais alors par contre, si je tourne, ça me coûte 2 burns. Voilà, 6 gouttes comme ça, là, hein, enfin 6 machins, comme je viens de vous expliquer. Donc oui, mais par contre, vous pouvez vous arrêter sur un Hohmann, dire j'arrête, hop, tout le monde joue, ça revient à vous, vous repartez. Ben là, comme vous démarrez d'un Hohmann, vous pouvez partir dans le sens que vous voulez, sans vous consommer plus de carburant, sans consommer les 2 burns. Donc il faut bien voir ce que vous voulez faire. Mais les Hohmann, c'est comme ça que ça marche. Alors attention, les zigzags, là, en haut, vous voyez, ça c'est un Hohmann, ça c'est un Hohmann, ça c'est un Hohmann, ça c'est un Hohmann, parce qu'il y a des lignes cassées. Donc vous avez vu, pour aller tout là-haut, tac, 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 tac. Donc soit 2 burns, 2 burns, 2 burns, 2 burns, 2 burns, soit vous attendez votre tour et vous mettez des tonnes de tours à passer ça, c'est très long parce que c'est très loin. C'est ce que ça simule, hein, en fait, ça simule la distance. Alors il faut savoir que vous avez une icône sur certains propulseurs, voilà. Celle-là, l'icône de ballerine, là, celle-là, c'est un pivot gratuit. Alors c'est quoi un pivot? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si j'arrive sur un Hohmann, sur une zone où il n'y a pas de cercle, avec plusieurs lignes qui se croisent, et que je veux tout de suite continuer, ça me coûte 2 burns. Dans ce Hohmann, ben, si j'ai un propulseur avec une petite ballerine, comme je viens de vous montrer, et ben là, j'en ai un gratuit. C'est-à-dire que là, je peux changer de direction sans payer les 2 burns. Hein, en sachant que si je l'ai utilisé pour mon déplacement, si j'ai à nouveau un autre Hohmann où je changeais de direction, mettons celui-là, et je veux partir par là au lieu de continuer tout droit, là, ma ballerine, j'ai déjà utilisé une fois, je ne peux pas la réutiliser à ce tour, je l'utiliserai au tour suivant. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, vous avez des ponts, hein, vous avez des zones qui ne communiquent pas. Par exemple, vous voyez, ici, les 2 traits, là, ils ne communiquent pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, quand j'arrive ici, je ne peux pas changer de direction. Même en payant 2 burns, c'est pas possible. C'est vraiment des trajectoires qui ne sont pas compatibles. Les autres choses à bien comprendre sur la carte, c'est que vous voyez, vous avez les cercles magenta, où on fait des burns, donc on somme donc notre ergol, mais vous avez aussi des cercles magenta, vous voyez, avec des, je sais pas si vous voyez bien, avec des petits pieds, c'est comme un petit alunisseur, ça. Alors ça, c'est un peu particulier, ils sont toujours juste avant d'atterrir sur une planète, là, ou sur une zone noire, comme ça. Alors ça, c'est des burns, hein, tout simplement, donc vous consommez vos ergols, il y en a 2 d'affilée, mais vous ne pouvez pas vous y arrêter. Hein, autant je peux tout à fait dans mon trajet me dire allez je m'arrête là, j'ai consommé mais j'arrête là, j'arrête mon tour, à toi de jouer et puis je reviendrai. Bon bah si vous êtes là, vous êtes en phase d'atterrissage en fait, donc vous êtes obligé de passer les 2 burns et d'arriver jusque là. Interdiction de s'arrêter, là pareil, vous avez ce genre de petites choses là, hein, interdiction de s'arrêter. Ça c'est un petit peu particulier. Je continue sur les petits points, quand vous avez une tête de mort, comme ça là, ça c'est un jet de risque. Ouais, ça c'est pas très drôle. C'est-à-dire vous allez jeter votre dé et vous allez voir si votre fusée part en fumée, hein, parce que si ça rate, vous perdez toute votre fusée. Alors vous reprenez toutes vos cartes, vous les perdez pas, je vous l'ai dit, elles reviennent ici, ce sont des brevets, vous pourrez tout refabriquer. Enfin, c'est un petit peu pénible. Ah, et un jet de risque, ça marche comment? Bah, vous jetez un dé, si vous faites 1, vous avez tout perdu, si vous faites 2, 3, 4, 5, 6, bah, vous avez rien perdu.
Ouais, c'est un peu brutal, ça, je trouve. Donc vous avez une chance sur 6 de tout perdre. Ah bah c'est rude, oui, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle un finao. Un finao, c'est quoi? C'est failure is not an option dans le jeu. C'est-à-dire que quand vous avez une tête de mort et que théoriquement vous devez jeter un dé, et si vous faites un 1, vous perdez tout, vous pouvez à la place payer 4 aquas de la terre, hein, donc que vous avez ici, pour payer en gros des gens, des programmeurs qui vont calculer une trajectoire aux petits oignons pour éviter le risque. Donc soit vous jetez le dé, vous prenez le risque, soit vous payez 4 aquas et vous jetez pas le dé. Et vous passez du coup le risque sans danger. Donc ça, c'est dès que vous avez une petite icône tête de mort, hein, partout. Vous voyez, vous en avez une ici aussi, par exemple. Alors, celle-là est un peu particulière, parce que cette zone-là, c'est le flyby de Aubert, c'est-à-dire un survol. Alors là, c'est le survol proche du soleil, mais vous avez des flyby un peu partout. Et généralement, les flyby, vous avez un petit plus, là, vous voyez, plus 2 pour le flyby de Vénus, vous avez plus 1 là, pour le flyby de Mercury. Quand vous passez sur un plus comme ça veut dire que vous gagnez des burns gratuits. Alors non seulement ce sera des burns que vous pourrez faire à ce déplacement-là, bien sûr, qui ne vous compteront pas de... qui ne vous consommeront pas, pardon, d'ergol, bah oui, c'est gratuit, c'est incroyable, mais en plus ils viennent en plus de votre nombre maximum de burns indiqué par votre poussée. Ah oui, c'est super, bah oui, parce qu'en fait, c'est un effet de fronde gravitationnelle. Vous passez près d'une planète et vous relance. Alors du coup, vous ne pouvez pas utiliser ces burns bonus, donc à la fois gratuits, mais qui viennent en plus de votre chiffre, pour atterrir. Bah non, vous êtes relancé, vous ne partez pas sur une planète à fond les ballons. Donc si c'est pour utiliser avec des lander burns, ça c'est leur nom, hein, des burns d'atterrissage avec les petites pattes, bah vous ne pouvez pas utiliser ça. En sachant, vous le verrez sur Vénus, c'est particulier, vous ne pouvez l'utiliser que durant la saison bleue. Alors là, c'est la saison des taches solaires, hein, vous vous souvenez le truc que j'ai là, bah, vous pourrez l'utiliser que quand le cube est en zone bleue. Bon, alors il y a des petits points de détail comme ça, c'est écrit sur la carte, je ne vais pas tous vous les dire. Mais en tout cas, ces petites choses-là, ça vous permet de gagner quand même. Alors celui-là, il est particulier parce que d'abord, si vous le faites quand vous venez ici, eh ben, ça vous fait un danger, donc vous devez jeter le dé ou payer 4 aquas. Et là, c'est pas un chiffre, hein, en fait, mais vous rajoutez en burn bonus l'équivalent de votre poussée. Donc ça peut être quand même très fort. Bon, il y a 2 burns pour arriver là, 2 burns pour en sortir. Hein. Mais c'est des burns bonus. Et le haute vacherie qu'il y a dans l'espace, c'est tous ces symboles-là. Vous voyez là, les espèces de trucs nucléaires. Bah, à chaque fois que vous passez là, vous faites un test de radiation. Alors, les tests de radiation, c'est des zones réelles hein, où il y a des tores de particules chargées. Donc ça, c'est pas bon pour les humains, c'est pas bon pour l'électronique. Et donc, vous allez vérifier si ça pose problème pour votre fusée. Pour ça, dès que vous passez avec votre fusée sur une zone de radiation, alors attention, quand on quitte la Terre, c'est la ceinture de Van Allen, on est obligé d'y passer. On va s'en taper des trucs de radiation. Vous jetez un dé, vous soustrayez votre poussée, qui est indiquée là, et si vous avez, pour le chiffre obtenu, des cartes dont la résistance ici aux radiations est inférieure, vous les démantelez. Donc mettons que j'ai obtenu 5, et bien là, cette carte-là, elles ont 4, et cette carte-là sont démantelées. Donc je suis obligé de les enlever de ma fusée et de les remettre dans ma main. Je n'ai pas perdu les brevets, hein, donc je pourrais les refabriquer, mais elles ne sont plus dans ma fusée. Alors n'oubliez pas d'adapter les deux masses en charge et sèche, hein, quand vous faites ça. Donc, encore une fois, faites attention à ça. Alors là, en l'occurrence, avec une poussée de 4, vous avez bien compris, quand je vais jeter le dé maximum, je vais faire un 6, c'est des dés 6. Hein. Donc je retranche ma poussée 6 moins 4, 2. Donc tout, au maximum, on va dire, tout ce qui sera en dessous de 2, ici en résistance, eh ben, va partir. Bon là, regardez les cartes que j'ai. En résistance, j'ai rien en dessous de 4. Hein. Donc ça veut dire qu'avec une poussée de 4 et cette fusée-là, je crains aucune radiation. Alors pourquoi on retranche la poussée? Bah, c'est un peu thématique. Si vous passez à fond les ballons avec une grosse poussée dans une zone de particules, ça craint moins que si vous y restez pendant 3 jours, quoi, hein, tout simplement. Donc vous pouvez calculer en fait, en fonction de la résistance aux radiations, que vous ne prendrez jamais de risque de radiation, aussi en diminuant votre poussée. Si vous avez une très forte poussée, une poussée de 6, mettons, bah, ça sera toujours un jet de dé maximum de 6, moins 6, 0. Donc quelle que soit ici la résistance, vous en foutez. Donc soit vous avez des cartes avec bonne résistance de radiation, mais pas une très bonne poussée, soit vous avez une très bonne poussée, 6 ou plus, et auquel cas vous en foutez de la résistance aux radiations de vos objets parce que vous passerez suffisamment vite pour qu'ils ne soient pas atteints. Donc ça, c'est cet autre petit danger qui est là. Bon, alors comme je vous disais, on se balade comme ça, mais c'est quand même, je vous ai montré un petit peu les petites icônes, mais c'est quand même pour atterrir sur des planètes, cette histoire-là. Hein, donc si par exemple je voulais faire ce que je viens de faire là, va falloir que j'y atterrisse. Alors pour atterrir sur une planète, vous pouvez donc passer par ce qu'on appelle un lander burn, là, qui est ces petits symboles-là. Je peux vous le montrer ici, oui, c'est pareil. Donc on peut passer par ici, alors là j'ai 2 burns, un autre burn avec une prise de risque hein, en plus pour arriver là. Alors là c'est Vénus, c'est un petit peu particulier, il y a un nuage, hein, ça veut dire que c'est en fait une planète dans laquelle on va vivre dans l'atmosphère, avec des ballons, hein. On ne va pas se poser sur la surface. Bon bah là j'utilise mes burns, j'arrive ici. Alors là le critère numéro 1, c'est, je vous l'ai dit, il faut que votre poussée soit supérieure à la masse, enfin à la gravitation de la planète. Donc là il faut que vous ayez une poussée supérieure à 12. C'est pas rien. Vous pouvez y arriver, mais c'est pas rien. Bon, et si vous l'avez pas, vous êtes bien embêté, et bien sur les planètes qui ont une atmosphère, vous pouvez descendre avec un parachute. Ce qui se passe quand on rapatrie des choses sur Terre d'ailleurs, ou sur Mars aussi, s'ils descendent avec des parachutes. Bon, ben, quand vous descendez avec un parachute, vous n'avez plus besoin de lutter contre la gravité, donc vous vous foutez de votre poussée. Donc vous pouvez descendre sur une planète
avec une poussée inférieure à sa gravité, s'il y a une petite icône de parachute, et que vous utilisez cette voie-là. Alors, vous arrêtez pas là, hein, vous descendez jusque-là. Alors, par contre, parachute, c'est risqué, donc vous avez un jet de risque. Hein. Donc, vous jetez votre dé, si vous faites 1, vous avez tout perdu, vous êtes craché. Ou vous utilisez 4 aquas, et vous passez par un petit parachute sans faire de jet de risque. Et vous n'avez pas besoin d'avoir la poussée. C'est quand même sympa. Alors, c'est que pour l'atterrissage. Alors pour le décollage, comment on peut faire si on a atterri mais qu'on n'a plus de poussée? Alors d'abord, vous pouvez abandonner tout ce que vous avez mis sur place. Hein. Vous êtes peut-être allé pour construire une usine, vous avez fait votre usine, votre propulseur, vous l'abandonnez sur place, vous enlevez votre fusée, la carte ici, vous la récupérez, ça devient un brevet que vous allez pouvoir refabriquer. Vous pouvez faire ça, vous n'êtes pas obligé de revenir. Hein. Mais si vous voulez repartir et que vous n'avez pas la puissance suffisante pour repartir, là en fait, vous avez, il vous faut une usine sur place. Si vous avez une usine sur place à vous, alors pareil, ça fait partie des négos. Hein. Je vais demander au joueur s'il a une usine là et s'il peut me la prêter pour faire un décollage assisté par usine. Alors il peut, puis vous le payez, il faut vous débrouiller de ce que vous lui donnez en échange. Mais bon, sinon il vous faut une usine. Une usine, c'est très simple, quand vous faites un décollage avec une usine, eh ben, vous n'avez pas besoin d'avoir une poussée supérieure à ça, là, ici. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est pratique pour décoller, mais ça marche aussi pour atterrir, hein. Atterrissage avec usine, si vous avez une usine là. Donc ça remplace ça. Alors pareil, par contre, c'est avec une usine, c'est pas hyper au point, donc faut faire un jet de risque, ou payer 4 aquas. Toujours pareil, avec si vous faites 1, bah, vous avez tout perdu. Alors en sachant qu'il y a une petite chose, si vous avez un dôme, c'est-à-dire que si vous avez des gens, là, vous avez fait une colonie, et ben à ce moment-là, vous ne faites pas de jet de risque parce qu'ils gèrent l'usine, et donc du coup, il n'y a pas de risque, ça se marche très très bien. Alors, petit point, si vous faites une assistance par usine pour décoller, vous n'avez pas le droit d'aller dans des landerburn. C'est-à-dire que voilà, je pars d'ici, je pars de Mars, je veux me faire une assistance par usine, ben normalement je peux pas parce que j'ai un landerburn pour sortir de Mars. Donc je suis coincé. Donc là, vous me dites, ah bon, bah, on peut jamais le faire. Alors, particularité, si vous faites un décollage par usine dans une zone atmosphérique avec le petit nuage là, qui est dessiné ici, vous avez le droit d'arriver dans un landerburn. Alors je vous laisserai lire la règle pourquoi, mais c'est une petite exception. Alors c'est le petit défaut de ces jeux de simulation, c'est que vous vous retrouvez avec des petites exceptions, mais vous voyez, j'ai tout retenu, ça se retient quand même relativement bien. Mais quand on a atterri sur une planète, bah, au début il n'y a rien, donc si j'ai réussi à faire tout ce que je viens de vous dire, comment je fais? Bah, d'abord il faut passer une concession, je vous ai dit, hein, faut dire c'est chez moi. Alors comment on fait pour placer une concession? Bah, il faut un robonaute pour ça, dans votre fusée, comme je vous le disais. Les robonautes, ils ont cette petite icône là en haut, comme vous voyez. Là vous avez la petite icône de robonaute avec un chiffre. Alors pour pouvoir poser donc une concession, dire c'est chez moi, il faut d'abord regarder si vous pouvez. Alors pour ça, vous regardez les petites gouttes qu'il y a ici. Vous voyez, là j'ai 3 petites gouttes. Si on était allé sur Mercure et que je voulais me faire que cette zone de Mercure m'appartienne, bon, il y en a 2. Hein. Donc là, il y a 3 petites gouttes. Déjà, si je veux faire ça, il faut que le robonaute que j'ai dans ma fusée ait une valeur ici qui soit strictement inférieure. Non, pardon, qui soit inférieure ou égale, pardon, à l'hydratation du site. Ça présente l'hydratation, ici, les 3 petites gouttes. Donc avec celui-là, je peux. Vous voyez, la plupart des robonautes, on peut, mais il y en a qui sont quand même à 4, notamment, voilà, celui-là, il est à 4, il ne pourrait pas essayer de prospecter la zone. Ça, c'est la première chose. Donc, première chose, il faut un robonaute avec une valeur ici qui soit inférieure ou égale au nombre de gouttes. Hein. Ça veut dire que bah, c'est plus ou moins facile de trouver des minéraux là-dessus. Donc si c'est le cas, vous avez un robonaute avec une valeur inférieure ou égale, à ce moment-là, vous jetez un dé et la valeur du dé doit être inférieure à la gravité du corps. Ça signifie que plus le corps est gros, plus c'est facile de trouver des trucs, plus il est petit, plus c'est difficile. Alors quand vous avez sur Mercure, c'est 10, c'est même pas la peine de jeter le dé. Votre dé, vous ferez toujours en dessous de 10. Excusez-moi, il faut faire en dessous de la valeur. Je vous l'ai pas dit, il faut faire en dessous de la valeur. Donc vous ferez toujours en dessous de 10. Par contre, quand c'est un tout petit corps comme ça, ou qui a une gravité de 1, bah, vous jetez le dé, il faut faire 1, quoi. Si, alors là, il a pas du tout d'hydratation, donc c'est-à-dire qu'il faut un robonaute avec 0 ici. Alors, il n'y en a pas beaucoup, généralement c'est des robonautes améliorés. Il faut qu'il y ait 0 pour que vous puissiez chercher ici à faire ça, et après il faut jeter le dé, et il faut faire 1. Si vous ne faites pas 1, vous ne trouvez rien, vous ne pouvez pas faire de concession. Pire, quand ça arrive, donc ça a raté le jet de dé, vous devez passer un disque rouge, plus personne ne peut venir faire prospecter ici. En gros, vous avez dit, bah écoutez, j'ai cherché, il n'y a rien d'intéressant sur ce caillou, on peut laisser tomber. Voilà, donc encore une fois, prospecter, donc pour poser un disque comme ça, 1, il faut un robonaute avec une valeur ici inférieure ou égale au nombre d'hydratation, 2, je jette un dé, et il faut que j'obtienne une valeur inférieure à la gravité, et pour pouvoir du coup poser mon disque, ça c'est bon. Si je veux construire une usine, bah, c'est très simple, il faut que j'ai dans mon tas de cartes ici que j'ai envoyé avec mon lanceur, il faut que j'ai un robonaute, et il faut aussi que j'ai une raffinerie. Si j'ai les deux, je récupère les deux comme brevet, je les enlève, je les démantèle. Je démantèle aussi ceux dont ils ont besoin. Là, en l'occurrence, je vais avoir besoin de 2 générateurs ou de celui-là, parce que celui-là me fait les deux, donc c'est très pratique. Alors, il n'y a qu'un truc dont on n'a pas besoin, c'est on ne démantèle pas les radiateurs, parce que ceux-là, en gros, quand on est sur un corps, il fait toujours froid, donc c'est pas un problème. Mais du coup, je dois récupérer ces 3 cartes-là pour les mettre là. Et si j'ai fait ça là, parce que j'y suis arrivé, j'ai bien dit un robonaute et une usine, à ce moment-là, je peux placer mon cube.
tac, ici. Maintenant, j'ai une usine ici. Et si j'avais un équipage avec des humains, je peux démanteler cette carte. Alors comme c'est mon équipage de départ, elle revient en LEO. Et à ce moment-là, je peux poser un dôme. Oups là. Et là, j'ai une colonie. Ils sont restés sur place. Voilà, c'est comme ça que l'on fait pour arriver à construire, donc c'est un peu compliqué, mais avec ça, vous pouvez construire tout ça. Alors l'usine, elle va évidemment être utile, comme je vous l'ai dit, pour faire un assistance d'atterrissage ou décollage par usine. Elle va aussi être utile pour pouvoir produire des objets sur place. En fait, sur place, il y a deux choses que vous allez pouvoir produire. Alors vous allez pouvoir produire des cartes que vous auriez en brevet, mettons que j'ai ça en brevet dans ma main, j'ai une usine sur Mercure qui est dans cet emplacement-là où je trouve le minéral V. Si dans ma main j'ai une carte avec ici marqué V, regardez c'est le cas, et ben si j'ai ça dans ma main, je peux dire, alors c'est tout ce que je vous indique là c'est des opérations, hein. Poser un disque c'est une opération, donc vous faites que ça à votre tour. Pour faire une usine, c'est une opération, donc vous faites que ça à votre tour. Fabriquer, parce que vous avez une usine, par exemple, ça sur place, bah, c'est une opération. Donc c'est un autre tour encore. Hein. Bon, bah, là, j'ai une usine sur un endroit où il y a V comme minéral. J'ai une carte V dans ma main. Je la retourne. J'ai fabriqué cette raffinerie spéciale avec ce minerai. À ce moment-là, je l'ai fabriqué où? Bah, sur Mercure. Donc je la pose ici. Je pose, hop, l'avant-poste 1 à côté de Mercure pour dire ça, c'est là. Ah, et qu'est-ce que j'en fais? Bah, soit je le glisse sur mon lanceur, si mon lanceur est encore là, et je pourrais me servir de cette raffinerie spéciale plus tard, c'est une possibilité. Soit je peux la renvoyer direct en low Earth orbit, c'est-à-dire directement sur la Terre. Alors ça me coûte évidemment de l'aqua. Alors l'aqua, ça me coûte combien? Bah, un aqua déjà, si le corps dont ça part a une gravité supérieure à 7, et ensuite ça me coûte 2 fois la distance héliocentrique entre la Terre et le corps où je suis. Là par exemple, vous voyez, je suis à, que je vous dise pas de bêtises, deux distances héliocentriques, hein, c'est les cercles hein, de couleur, de la Terre, donc ça va me coûter 2 fois 2, 4 aqua pour renvoyer ça directement ici sans utiliser mon lanceur. Mais je peux, sinon je laisse sur place, je mets dans mon lanceur et je repars avec. Alors il faut savoir que ça, bah, soit vous pourrez l'utiliser parce que c'est une super raffinerie, mais si elle est en LEO, si vous les renvoyez sur Terre, vous pouvez la vendre, cette carte. Si vous la vendez, vous touchez immédiatement l'argent qui correspond à cette piste-là. Si c'était la seule usine V, mettons, donc j'ai construit une usine V, je suis là, je la vends pour 8 aqua. C'est génial. Et quand je l'ai vendu, je fais quoi? Ben, en fait, je reprends cette carte, c'est à nouveau un brevet. Alors j'ai plus l'objet, on considère qu'il est parti sur le marché. Je la retourne, bien sûr, et elle revient dans ma main. C'est à nouveau un brevet que je construirai sur sa face blanche si je le fais sur Terre, sur sa face noire si je le fais dans l'espace, tout simplement. Ça, c'est la fabrication donc d'objets extraterrestres, et il faut toujours le faire, hein, parce que c'est soit des objets qui sont beaucoup mieux, ils vous faciliteront la vie, soit si vous ramenez sur Terre, ça vous fera de l'argent, et en fonction de ce chiffre-là. Donc c'est quand même très très important de le faire. Je vous dis, ce jeu est crescendo. Une fois que vous commencez à vous débloquer, vous construisez des usines, des machins, là, vous allez de mieux en mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, wow, frustration. Alors il faut savoir que, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des petites flèches jaunes comme ça. Alors en face, ça c'est des routes à buggy, c'est-à-dire que si vous avez un robonaute, où sont mes robonautes? Si vous avez un robonaute avec une petite icône de buggy ici, et ben en fait vous considérez que vous êtes sur les deux endroits à la fois. Alors, donc c'est quand même pratique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revendiquer les deux concessions. C'est quand même bien. Alors par contre, si vous êtes ici avec votre fusée, vous pouvez revendiquer les deux concessions parce qu'il y a un petit trait jaune et que vous avez un robonaute. Vous pouvez aussi considérer que les humains peuvent aller aux deux endroits, hein, s'ils veulent. Mais par contre, ne fabriquez pas d'usine là. Hein. L'usine, le robonaute ne va pas le porter sur son dos. Il va falloir redécoller et revenir là pour fabriquer l'usine. Mais par contre, la concession, c'est possible. Le robonaute, il peut rouler. Hein. Donc encore une fois, ça, c'est avec le robonaute. J'ai un petit doute sur ce que je viens de vous dire, mais il y aura peut-être des commentaires si c'est une erreur. Alors après, vous voyez, vous avez des petits symboles là. En fait, c'est les 3 symboles possibles à côté de la valeur ici. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Ces symboles, alors ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire pour prendre une concession. En fait, quand vous avez un buggy, comme je vous dis, bah, ça vous permet de suivre la petite route et de 2 petites zones connectées. Vous voyez, là, vous avez les 3, donc vous pourriez, en vous posant là, faire des concessions sur les 3, hein, c'est tout à fait possible. Quand vous avez une fusée comme ça n'a aucun effet. Vous faites la concession comme je vous l'ai dit. Par contre, quand vous avez un laser, ça veut dire que si vous êtes dans l'espace, pas posé sur un corps, hein, mais si vous êtes dans l'espace, grâce à votre laser, vous pouvez faire une prospection sur tous les corps qui sont à 1 de distance, enfin juste adjacents. Si je suis ici, mettons, même si vous ne voyez pas bien, tous ces corps-là, ils sont à 1 adjacent. En plus, je ne compte pas les ronds avec une tête de mort. Là, j'ai 2 ronds avec une tête de mort, je ne les compte pas. Donc ça, enfin bref, j'ai quasiment tous les astéroïdes qui sont là, qui sont adjacents à ma fusée. Si j'utilise un robonaute, elle est dans l'espace, hein, avec le petit symbole du pistolet laser, là, je vais pouvoir tenter de regarder si je peux poser un disque de prospection sur tous les objets qui sont connectés parce que j'ai un laser. Alors attention, c'est toujours des petits corps. Donc déjà, il va falloir avoir un robonaute avec ce chiffre qui est inférieur ou égal
à l'hydratation. Alors comme vous voyez, il y en a beaucoup qui sont à 0, donc si vous n'avez pas un Robonaut à 0, bah, tout cela vous ne pouvez pas les prospecter, vous pouvez prospecter que ceux qui ont des gouttes, et ensuite je jette le dé, et il faut encore une fois que le dé soit inférieur à la taille de l'objet. En règle générale, vous n'allez pas réussir à en faire beaucoup, parce que 3, 2, 3, 1, il faut vraiment faire des petites valeurs de dés. Mais en tout cas, ça c'est le pistolet laser pour faire ces concessions. Alors les Robonauts, comme vous avez vu, ça sert donc à faire des concessions, ça sert à faire des usines, puisque vous le défaussez avec ses soutiens et avec une raffinerie pour faire une usine, mais ça sert aussi à faire du carburant sur place. Comment fait-on du carburant sur place quand on est dans l'espace? C'est quand même fondamental. Ben, il faut savoir que si vous avez une usine sur un endroit où vous arrivez avec votre fusée, à ce moment-là, vous pouvez produire 7 aquas sur la zone. C'est quand même super. Si je viens me poser ici, par exemple, là j'ai une usine, immédiatement je peux gagner 7 aquas. Alors les 7 aquas, je ne les pose pas là, ça c'est la terre, hein, c'est ici. Soit je les charge ici, que je considère que c'est du carburant pour ma fusée. Alors par exemple, j'ai une usine, je suis arrivé, je fais hop, mon action du tour c'est de faire 7 aquas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai rechargé ma fusée sur place parce que j'ai une usine. Ça, c'est super bien. Est-ce que je peux recharger en aqua quand j'ai pas d'usine? Alors oui, si vous n'aviez pas d'usine, et d'ailleurs même si vous n'avez pas de concession, ou même si le site était condamné, on s'en fout, on peut toujours recharger de l'aqua, uniquement si vous avez par contre un Robonaut, bah oui, hein, ou un humain, mais il faut, enfin un Robonaut, pardon, humain ou pas, mais il faut un Robonaut pour aller chercher les trucs. Alors ça, comment ça marche? Le calcul, vous prenez l'hydratation du corps, vous rajoutez 1, en l'occurrence c'est 4, et vous soustrayez la valeur qui est là. Bah, il est plus ou moins finaux, votre Robonaut. Là, en l'occurrence, si j'étais là, j'ai 4, moins 3 si j'avais ce Robonaut, je gagne une aqua. Poum, c'est tout. Donc évidemment, si vous avez un truc à 1, 3 et 1, 4, 4 moins 1, 3, vous gagnez 3 aquas. C'est quand même beaucoup mieux. Et on fait que pour du carburant? Non, vous pouvez aussi vous dire que les aquas que vous gagnez, c'est vraiment des aquas, parce que vous les ramenez sur Terre pour de l'argent. Vous pouvez aussi faire ça. Alors, soit vous les mettez en avant-poste, et vous créez un avant-poste, vous avez de l'aqua posé là, soit vous les mettez sur votre lanceur, hein, parce que vous allez les ramener, donc vous mettez les petites gouttes sur votre lanceur, mais n'oubliez pas d'augmenter votre masse sèche et votre masse en charge, parce que chaque aqua, ça pèse 1. À vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut se ravitailler en carburant. Alors, juste deux petites choses. Vous avez des triangles gris, mais ici en propulsion, qui marchent avec du régolithe. Alors, le régolithe, c'est partout. C'est-à-dire, dès que vous êtes sur un corps, quel qu'il soit, si vous n'avez pas d'équipage, vous pouvez augmenter votre masse ici en carburant d'autant que vous voulez. Mais c'est du régolithe, et d'ailleurs vous mettez le petit jeton sur sa face grise. Le régolithe c'est de la moins bonne qualité que l'eau, donc si dans cette fusée vous rajoutez de l'eau plus tard, on considérera que c'est du régolithe quand on les mélange. Toujours la qualité la plus basse. Alors vous avez aussi, mais pas dans le jeu de base, encore un autre carburant qui est l'isotopique. On a des jetons comme ça, comme des petites perles comme ça jaunes, mais bon là je vous en parle pas. En tout cas le régolithe, quand vous avez un triangle de poussée gris, vous pouvez l'utiliser, et là tout ce que je viens de vous dire, vous vous en foutez, vous vous posez, vous chargez si vous voulez à bloc votre fusée avec du régolithe. Il n'y a aucun problème. Alors ça fera baisser votre poussée, donc ce sera à vous de voir, vous en mettez autant que vous voulez. Tant que vous n'avez pas d'équipage, si vous avez un équipage, vous avez le droit de monter que d'un réservoir en régolithe. Bah oui, toute la place est prise par l'équipage, donc vous ne pouvez pas. S'il n'y a pas d'équipage dans votre fusée, vous pouvez tout remplir de régolithe, c'est très pratique. Donc quand vous avez une fusée sans équipage à régolithe, vous vous promenez partout et vous faites le plein à chaque fois que vous vous posez. C'est quand même tout à fait bien ce régolithe. Alors je vous rajoute 2-3 petites choses parce que je suis bien obligé de les rajouter comme ça. Il faut savoir que quand vous jetez le dé, parmi les événements, vous avez la possibilité d'avoir des anomalies. Quand vous avez une anomalie, alors la règle vous dit où vous la posez, mais vous la posez sur un tas de cartes habituellement. Vous prenez un jeton, enfin je vous le prends là, peu importe, un disque comme ça, il y en a plein, des disques rouges, vous le posez sur votre tas. Et en fait, quand vous avez une anomalie, en gros un bug, sur un de vos tas de cartes, et ben en gros ce tas il peut quasiment plus rien faire. Alors c'est écrit dans la règle, mais vous pouvez plus prospecter, vous pouvez plus rien faire, et si vous le faites quand même, vous faites un jet d'anomalie, c'est-à-dire vous faites un jet de dés, et évidemment, si vous obtenez pas ce qu'il faut, il vous arrive des misères. Alors comment on fait pour virer une anomalie? C'est quand même handicapant, à chaque fois qu'on veut faire un truc intéressant, si on a un bug, et ben, on prend le risque de tout perdre, il faut qu'il y ait un humain colocalisé. Donc si votre pile arrive à un endroit où il y a des humains, un équipage par exemple, et ben l'équipage il va bidouiller et immédiatement vous retirez le disque d'anomalie. C'est pareil quand ici vous avez, attention, vous foutez une anomalie, si vous avez des cartes sur un tas et qu'il y a des humains, donc l'équipage dans ce tas, bah, vous ne mettez pas d'anomalie puisqu'il y a un équipage. Et on ne met qu'une anomalie par tas, hein, vous n'allez pas en mettre deux. Bon voilà, ça c'était un petit point. Pour ce qui arrive ici, je vous laisserai lire les événements, c'est pas la peine de vous les détailler. Il y a juste un point, ici c'est l'anarchie, ça peut déclencher un événement de crime. Alors ça veut dire quoi? C'est que les privilèges de faction qui sont écrits là, votre pouvoir pour tout le monde en zone bleue, si on sort ou un 5 ou un 6, hein, au moment de passer l'événement, devient son pouvoir, c'est d'être un criminel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut arriver dans un endroit où il y a une concession d'un autre joueur et la remplacer par sa concession. Alors ça en faisant le système, hein, comme je vous ai expliqué, les mécaniques pour le faire, sauf s'il y a quelque chose dessus, que ce soit une usine ou une colonie, et avec éventuellement une colonie. Donc ça on peut le faire. On peut aussi utiliser l'usine d'un autre joueur sans lui demander son avis.
Ça, c'est si on fait un crime. Alors les Chinois, dans ce jeu, l'équipage chinois, lui, toute la partie, il a ce pouvoir-là. Mais les autres pourront l'avoir si on sort un 5 ou un 6 quand on passe un des deux événements bleus. Voilà, c'est juste des petits points de règle en plus. Après, je ne vais pas vous redécrire tous les événements, il y en a qui font changer les cartes ici, etc. Vous verrez bien. Les autres événements qui peuvent arriver ici, vous pouvez avoir une éjection de masse coronale solaire, donc c'est des particules chargées qui partent. Ça, c'est quand même pas terrible, parce que si ça vous touche, si vous avez un vaisseau dans l'espace et que vous êtes touché, vous devez jeter un des 6, avec en plus en rajoutant ou en soustrayant la valeur qui est ici, et à ce moment-là, et en plus en rajoutant plus 2 si on est dans cette zone-là, hein, donc c'est quand même vraiment pas terrible, et à ce moment-là, on compare, après avoir jeté le D6, la valeur avec toute la résistance aux radiations de vos cartes, et pareil, vous démantelez celles qui sont en dessous. Alors il faut savoir qu'il y a des protections si ça arrive. Si vous êtes déjà sur une zone comme ça, vous êtes protégé par les particules au milieu desquelles vous êtes. Si vous êtes sur un corps, vous êtes protégé, vous vous cachez derrière les rochers, il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que je vous l'ai dit, mais dès que vous avez des hexagones avec un contour d'une couleur, c'est des comètes, c'est particulier, vous ne pouvez y accéder que si on est avec notre cube dans la zone qui correspond en couleur. C'est-à-dire qu'en gros, elle passe près du soleil. Le reste du temps, si je suis ici, cette comète-là qui est bleue, on la considère qu'elle n'est pas sur le plateau, hein, parce qu'on n'est pas en zone bleue. Donc n'oubliez pas. Et je répète juste une chose, n'oubliez pas tous ces systèmes de triangle de poussée, mais c'est rappelé ici. Hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça c'est une mécanique qui est très sympa quand même, et qui vous permet de simuler l'allègement de votre vaisseau en fonction de ce qui lui arrive. Voilà, donc ça c'est High Frontier for All que je vous explique pas tout, il y a des petits détails qui seront pas, vous n'avez pas vu toutes les cartes, vous n'avez pas vu les modules que je vous explique pas, c'est un jeu qui est très très riche, c'est un jeu qui est très bien foutu, c'est un jeu qui est une très bonne simulation, où même le hasard qui me chiffonne doit être là, parce que l'exploration spatiale, il y a du hasard, là je le comprends, mais on peut arriver à jouer avec, hein, le danger hasardeux des radiations, si vous vous débrouillez bien, vous passerez très vite, vous ne serez pas touché, ou vous aurez du matériel bien résistant, si vous jetez un dé, vous pouvez toujours claquer 4 aquas pour les risques et ne pas prendre le risque. Donc bon, ça vous coûte, mais vous avez toujours des moyens. Donc ce jeu est très bien. Alors les deux petites choses que je vais mettre en bémol après une partie, de base en plus, sans tous les modules, c'est la première, le pouvoir donc des Japonais qui peuvent prendre autant de cartes qu'ils veulent, ils ne sont pas limités à 4 pour pouvoir aller en rechercher, je parle dans leurs mains. Ça, le joueur a joué à fond, il a vidé d'état intégralement, il a empêché d'autres joueurs de jouer. C'est quand même très dommage, donc ce pouvoir je ne jouerai plus avec, ça c'est certain, je ne comprends pas pourquoi il existe. Les cartes et prendre des cartes c'est la base, on est limité dans notre main justement pour éviter de vider l'état, et ils ont créé un pouvoir qui vide l'état. Ça me choque. Bon, c'est une partie, peut-être que je me trompe, mais voilà, il y a ce petit point-là. Et l'autre point, faites bien attention. Dans une partie de High Frontier for All, avancez. Si vous commencez à enclencher la machine, à faire des concessions, à faire des choses, je l'ai déjà dit, ça va être super. Vous allez dans votre jeu de simulation spatiale, vous allez sortir de la partie en disant « Waouh, c'était génial, je suis allé sur Mars, l'autre il est allé sur la Lune, etc. » C'est vraiment très très bien. Si vous n'y arrivez pas, vers la moitié ou 2 tiers de la partie, vous commencerez à ramer, et vous pourrez ne plus arriver du tout, déjà même plus essayer de la victoire. Ça pourrait être galère. Alors dans notre partie c'est arrivé, on a arrêté avant la fin parce que les parties sont très longues. En première partie, on réfléchit beaucoup, on ne connaît pas la carte. Donc ça doit être beaucoup plus court après, mais au début c'est très long. Donc il était trop tard, on n'a pas pu finir. Il nous restait une manche, hein. On en a fait 3 des tours comme ça. On savait qui allait gagner. Le joueur qui avait le pouvoir, qui avait tant de toutes cartes, nous on avait 2 joueurs, dont moi, on n'avait pas réussi à enclencher la machine, surtout parce qu'il nous manquait les cartes, hein, parce qu'il avait tout vidé. Du coup on ramait, on commençait à perdre du plaisir ludique complètement. Moi j'étais même à leur dire je vais arrêter de jouer, je ne sers plus à rien. C'est quand même dommage qu'un jeu permette ce genre de situation là. Et par contre lui qui avait toutes les cartes, même l'autre joueur a dit écoute on arrête là, parce que même moi si je fais des trucs j'arriverai pas à le rattraper, il a toutes les cartes, il peut tout faire. Vous voyez, nous notre partie a été gâchée à cause de ce pouvoir des Japonais, hein, uniquement. Le reste, moi quand j'ai ma fusée qui a pété là dans une radiation, comme je vous dis, je me suis retrouvé plus qu'avec 2 cartes dans ma fusée, je dis oh là là, j'allais construire une usine, être le premier sur Mars. Oui, mais bon, regarde, je suis super léger, du coup je consomme quasiment plus d'ergol. Ah attends, je vais aller chercher des jetons là comme ça, comme j'avais des gens dans ma fusée, je vais aller me poser, et puis je vais récupérer un jeton, ça me fera des points de victoire. Et puis je vais le refaire un autre coup après, parce qu'il a fallu que je refabrique tout pour pouvoir retourner sur un corps. Bon c'est pas très grave, je suis revenu sur Terre, je pose mon jeton, attends, je redécolle, hop, je pèse rien du tout, je me charge, et puis je vais chercher un autre jeton en me posant sur un décor qui est dans une autre zone héliocentrique. Hop, je refais des points. Donc j'ai pu m'en sortir.
J'aurais pu aller jusqu'au bout si le joueur n'avait pas piqué toutes les cartes avec son pouvoir des Japonais, et si j'avais pu construire après une fusée correcte pour aller poser des concessions des usines. Mais en fait, le pouvoir de l'autre m'a empêché de faire ça. Je me suis plus retrouvé avec une fusée suffisamment bonne, avec suffisamment de cartes pour le faire. Je le répète, ça c'est très dommage. C'est dommage qu'à ma première partie, ce pouvoir soit sorti, parce que ça change un peu mon impression du jeu. Néanmoins, si ça ne vous fait pas peur, si tout ça, ça vous attire, si vous êtes arrivé au bout de cette longue vidéo, je vous le conseille quand même vivement. C'est un Olni, un objet ludique non identifié, comme c'est les fers Eklund, et c'est quand même bien sympa. Je le répète, à ma table, tout le monde a aimé. Vraiment, sans exception. Il y avait des non-joueurs, il y avait des joueurs, tout le monde a aimé. Voilà, bon jeu.